cet ordinateur. Enregistre cours d'enregistrement. Normalement, ça fonctionne. Trop bien. Alors, Clément est parti. J'aimerais commencer avec lui. Tac, tac, tac. Ce que je vous propose, c'est de vous partager mon écran pendant toute la session. Je vais faire plein de manips. Je vais vous expliquer à chaque fois ce que je fais. N'essayez pas de reproduire tout de suite. Franchement, prenez du temps pour que Clément, il est apparu de nulle part. Il y a eu un bug de truc, ça a fait flash. C'était assez marrant. Euh, N'essayez pas de reproduire là tout de suite. Prenez vraiment le temps de regarder, d'écouter. Et ensuite, je vous enverrai la vidéo et puis vous pourrez pratiquer sur la base de ce qu'on fait aujourd'hui pour la prochaine fois. Donc ça, c'est une chose. Et ce que je voulais dire d'autre chose, c'était, j'ai oublié, mais ça va. Ah oui, c'était, bon, s'il y a des novices, c'est cool pour vous parce qu'on va revoir les bases. S'il y a des plus expérimentés, bah, désolé, mais on va devoir revoir les bases quand même. Donc ça peut être toujours intéressant, piqûre de rappel. Là, l'objectif de cette session, c'est pas de faire de la créa pure, mais c'est plus de voir les outils. Donc c'est le module un peu, le module numéro 2. Donc les différents outils que j'en ai sélectionné pas mal. J'en ai sélectionné bon, pas mal, comme on verra aujourd'hui. Donc là, on a 1 heure et demie. Vous savez que j'ai aucun problème à déborder s'il faut. N'hésitez pas à partir si vous devez partir après l'heure et demie. Vous aurez la vidéo après. Alors, je vais vous partager mon écran. C'est parti. Et j'espère. Alors, l'objectif à la fin de cette session, c'est qu'on ait tous bien mal à la tête. Ça voudrait dire qu'on a bien travaillé. Hop. Et ça, c'est top. Alors là, vous voyez vos petites têtes. Hop, j'ai masqué ça. Ok, sans plus attendre, Photoshop. Photoshop, comme je l'expliquais, c'est un logiciel de la suite Adobe, c'est le logiciel phare de la suite. Ça fait presque 30 ans que ça existe aujourd'hui. Alors là, je suis sur la dernière version, la CC 2019. Ça se présente comment quand on ouvre le logiciel? Alors, je vais repartir de zéro. Hop, j'ai tout quitté, comme ça, vous voyez toutes les étapes. Alors, j'ai pas rangé mon bureau, hein, mais j'ai créé un dossier que j'ai appelé Tri et j'ai mis tout ce qu'il y avait sur mon bureau en vrac dedans pour que ça fasse propre. Voilà, c'était la petit mot de justification. J'ouvre Photoshop, ça charge. Et là, je vais arriver sur une page. Hop, si ça veut bien venir. Tac, tac, tac. Je vais arriver sur cette fameuse page. Est-ce que je peux enlever ça ou pas? Est-ce que je peux enlever ce truc? Je peux peut-être pas. Bon, c'est pas grave. Je vais réduire ma fenêtre. Hop, comme ça. On n'est pas gêné. Tac, ça, je vais le déplacer. Désolé, je parle en même temps que. Yes, on arrive sur cette fenêtre. Alors, cette fenêtre, c'est le menu, on va dire, de démarrage de Photoshop avec mon listing de tous mes derniers projets qui sont ici, qui sont listés. Je peux changer la vue, soit je les mets en vignette, soit je les mets hop, en liste. Et ici, j'ai la possibilité soit de créer un nouveau fichier, soit d'en ouvrir un. Ouvrir un fichier, c'est simple, on clique dessus, on va chercher le fichier Photoshop qu'on a préalablement enregistré sur notre ordinateur et il nous l'ouvre. Voilà, donc ça c'est assez simple, mais nous là l'objectif c'est de créer un fichier. Donc, tout simplement, tout bêtement, on appuie sur créer. Et là on a un premier panneau qui vient s'afficher, c'est les paramètres de notre espace de travail, de notre espace de travail, ouais, on appelle ça comme ça, pour faire notre composition d'image. Donc il y a plusieurs choses qui s'affichent. En haut, on a une barre avec les formats préenregistrés par catégorie. Donc là, c'est plus pour de la photo. Là, on est sur de l'impression, de l'illustration, du web, du mobile. Donc là, on a plein de choses qui sont préenregistrées par Adobe. Il y a la possibilité aussi, sinon, de choisir soi-même son format, de le définir soi-même. Moi, là, j'ai choisi de partir sur un format classique, un format carré, souvent utilisé sur les réseaux sociaux comme Photoshop ou Instagram, ou comme Facebook pardon, ou Instagram. C'est le format 1200 pixels. Hop, là, 1200 par 1200 pixels. Les formats, c'est des choses qui ne s'inventent pas, c'est des choses qui se trouvent sur Internet assez facilement. Il y a 1 milliard de formats différents, ça va dépendre du support sur lequel vous allez partager votre création. Donc c'est important de bien se renseigner en amont de la destination de votre créa. Si vous voulez aller sur Instagram, sur Facebook, ça va être du format carré souvent. 1200 par 1200 pixels, c'est le format qu'on va prendre. Pour de l'impression, si on fait du A4, on peut venir ici, choisir le format. Hop, là, on peut avoir plus de formats. On peut venir prendre le format A4. Il met à jour automatiquement en millimètres. On peut mettre en pixels si on a envie.
Hop, j'ai la fenêtre qui s'ouvre. J'ai la route qui passe pas très loin de chez moi. Si ça vous fait un bruit de fond, dites-le moi, j'irai fermer la fenêtre. Du coup, alors nous, ce qui nous intéresse là, c'est de partir sur un format 1200 pixels, comme je vous le disais, par 1200 pixels, qui est un format carré, qui est le format standard pour Facebook. Alors c'est carré, donc l'orientation importe peu. L'orientation, c'est le format paysage ou portrait. Là, on est carré, donc ça importe peu. La résolution, ça va être la qualité de votre image. Donc la petite notion, première notion un peu technique, on a différents types de résolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout ce qui est web, on va être sur du 72. Alors on appelle ça DPI, la résolution c'est des DPI. On est sur du 72. Hop. Et sur de l'impression, on sera sur du 300 dpi. Donc ça, c'est pour de l'impression. Et ça, c'est pour 72 du web. La résolution, c'est votre qualité d'export et c'est le nombre de pixels sur un ratio pixel, je ne sais plus trop quoi. C'est assez technique. Et de toute façon, quoi que vous fassiez, si vous mettez une image sur Internet, que vous la mettiez en 300 dpi, en 10 000 dpi, ce que vous voulez, elle sera forcément réduite à 72. Donc, ça ne sert à rien de mettre plus, ce ne sera pas forcément de meilleure qualité. Parce que, en tout cas, pour le digital, parce que 72, c'est la norme. Donc ça, on ne touche pas. Le mode colorimétrique, on a RVB, CMJN, c'est ce qui nous importe le plus. Les niveaux de gris et les bitmaps, on ne s'y intéresse pas trop. Encore une information technique pour le digital, donc pour Internet, on est sur du RVB. Et pour de l'impression, on est sur du CMJN. Alors, pour vous expliquer ça rapidement, là, on parle de succession de couches de couleurs. Le RVB, c'est le rouge, le vert et le bleu. Et à partir de ces trois couleurs-là, on va réussir à faire tout un tas de couleurs, toutes les couleurs qu'on peut voir à l'écran. C'est un mélange de ces couleurs. Pour le CMJN, je ne sais pas si vous avez de l'impression là autour de vous, mais si vous regardez de très près les différentes images qui peuvent vous entourer, vous allez avoir une petite trame sur les photos avec des petits points. Si vous prenez, alors à l'œil nu, c'est peut-être un peu compliqué, mais si vous prenez une loupe, vous pouvez le voir. Et il y a plein de petits points. Et en fait, ces petits points, c'est du cyan, du magenta, du jaune et du noir. C'est des couleurs que les imprimeurs utilisent. C'est un standard, c'est international. C'est ces quatre couleurs qui sont utilisées pour imprimer toutes les couleurs qu'on va avoir dans le monde de l'impression. Toutes les couleurs, je dirais, standards. Voilà, en superposant ces quatre couches de couleurs avec différentes intensités d'opacité. Donc ce que je disais, alors je vais complexifier un peu le truc, mais je ne vais pas aller trop loin parce que ça ne sert à rien de complexifier ça maintenant. C'est des couleurs standards. On peut en avoir d'autres, mais on parle de Pantone. Donc ça veut dire qu'on parle d'encre très précises qui représentent des valeurs de couleurs un peu uniques qu'on ne peut pas forcément avoir. Parce qu'en CMJN, on ne peut pas avoir toutes les couleurs d'une palette, tout simplement parce que la technique, les technologies qu'on utilise pour l'impression ne permettent pas d'avoir toutes les couleurs. Par exemple, de l'impression en fluo ou alors en doré, c'est des choses qui sont impossibles en CMJN. Donc dans ce cas-là, on va utiliser des Pantone. Je ne rentre pas trop là-dedans parce que c'est des choses un peu techniques. Ce n'est pas forcément hyper intéressant à notre niveau. Les options avancées, on ne va pas trop aller dedans parce que ce n'est pas très intéressant. Et Ça, on Ben, laisse. Oui, dis-moi. si jamais tu faisais une impression d'un truc en DMG, enfin, ça ferait quoi? En PNG, Ouais, en PNG, pardon. en fait, le PNG, c'est un langage web. Donc, si tu veux, tu peux pas imprimer du transparent parce que tu as forcément un support qui est de couleur. Par contre, si tu imprimes un fichier PNG sur un fond, admettons, de toutes les couleurs que tu veux, ton export, il sera toujours pour l'impression soit du PDF. On exporte souvent en PDF. Donc, en fait, tu n'imprimes pas du PNG. C'est pas Ouais, quelque chose qui se fait vraiment. ouais, ok. Si tu veux imprimer un fichier PNG, ben en fait, ça va te mettre un fond blanc derrière, tout simplement. Mais, euh, mais en vrai, oublie l'idée d'imprimer du PNG, c'est pas la bonne manière de faire. Le PNG, c'est vraiment un export orienté digital pour placer des éléments ou alors pour placer des éléments dans un espace de travail qui après sera destiné à être imprimé en export PDF. On peut imprimer du JPEG par contre. Yes, du coup, je vais revenir
sur ça. Voilà, donc 8 bits on laisse. Le contenu de l'arrière-plan, c'est si la couleur qu'on veut mettre en arrière-plan, donc on peut même venir le modifier ici. Mais par défaut, on va rester sur du blanc. Une fois que j'ai défini toutes les choses qui m'intéressent, j'ai plus qu'à faire créer. Hop, et voilà, mon espace de travail hop, est créé. Donc là, n'ayez pas peur, l'outil est assez complexe à première vue, mais finalement c'est très simple. Si je devais analyser les différentes choses que je vois ici un premier panneau avec des outils. Pour ceux qui ont utilisé Paint, les plus âgés d'entre nous, c'est globalement le même système d'outils avec des outils de déplacement, des pinceaux, des formes, du texte. Donc tous les outils qui vont nous permettre de créer des choses. En haut, ici, on a un premier menu d'options pour approfondir les outils. Ici, on a une barre. Je vais vite, mais on les détaillera. Ici, on a une barre d'outils modulables que je peux venir déplacer, agencer un peu à ma sauce. L'avantage justement de Photoshop, c'est qu'on peut vraiment venir déplacer les différents blocs d'outils de l'interface pour moduler son espace de travail comme on a envie. Moi, l'espace là que je vous propose, c'est celui qui, pour mon métier, pour ce que je fais au quotidien, est le plus pratique. Donc, ce que je vais vouloir avoir comme outil, c'est les couleurs et le nuancier. Ici, c'est les caractères de texte, les paragraphes, les réglages colorimétriques, les propriétés d'objets ou de texte, ça va dépendre, les calques, les couches, les tracés. Donc ça, c'est mes panneaux, mes panneaux d'outils, on va dire, de réglage qui se trouvent dans mon interface que j'ai modulé comme j'avais envie. Vous Comment pouvez on fait trouver... pour moduler et rajouter tout ça? Yes, je vais te montrer. Là, par exemple, je vais enlever couleur et je vais enlever nuancier. Dans Fenêtre, hop là, dans Fenêtre, ici, vous avez tous ces panneaux d'outils que vous allez pouvoir venir chercher et placer. Donc moi, je sais globalement ce qui m'intéresse. Là, j'ai enlevé couleur, donc je vais chercher couleur. Il va me l'ouvrir ici. Et je vais venir chercher nuancier et me l'ouvrir ici. C'est des panneaux qui sont flottants. Et moi, je peux venir les accrocher ici, dans mon espace. Et je module comme ça mon interface. Ici, j'ai d'autres outils. Historique, action. Alors, je ne les utilise pas forcément tous ceux-là, mais je les avais mis parce que ça m'arrive. Mais ceux-là, ils sont secondaires. On pourrait même les retirer, tout simplement en venant cliquer et en les supprimant de cette manière, si on veut simplifier son espace de travail. Là, je les enlève parce qu'ils ne sont pas forcément indispensables. On va vraiment se concentrer sur ceux-là dans un premier temps. La barre d'outils en haut, c'est un soutien en fait de ces outils avec des options supplémentaires. Vous verrez après que quand je suis dans un outil, ça va changer ici. Donc je vous le montrerai je peux vous montrer tout de suite si je suis sur l'outil de texte. Hop, vous voyez que ici, hop là j'ai un petit bug, super. Tac. Vous voyez que là-haut, la barre a changé. Elle s'est adaptée en fait à l'outil que j'utilise. Et je peux retrouver les options que j'ai ici, avec quelques options supplémentaires, comme la gestion du paragraphe. Vous voyez, là j'ai quitté, donc il m'a enlevé l'outil en question. Donc voilà, là je passe rapidement là-dessus, c'est juste pour vous dire que vous pouvez venir moduler tous ces objets en venant chercher les panneaux dans l'onglet fenêtre. Donc si vous perdez, admettons, l'onglet caractère et vous ne savez plus où il est, vous dites mince, comment je fais? Fenêtre, caractère, il vous le remet et vous avez juste à venir le placer hop, dans votre panneau. Vous pouvez déplacer les fenêtres comme vous avez envie. Moi, je mets caractère, paragraphe, réglage, propriété. Parce qu'en fait, les deux là vont ensemble et les deux là vont globalement ensemble aussi. Les calques, on va y venir. Les couches et les tracés, on ne va pas s'y intéresser parce que à notre niveau, ce n'est pas ce qui est le plus important. On va se focaliser sur couleur, nuancier, pas forcément, mais couleur, ouais, nuancier peut-être. Enfin, c'est assez logique. Caractère, réglage, propriété, les calques, le panneau d'ici et là-haut. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? C'est possible que vous, dans votre interface, vous n'ayez pas tout ça. Par défaut, il y a un espace de travail qui est prédéfini.
Moi, je vous propose celui-ci, mais après, c'est les habitudes de chacun qui font qu'on choisit tel ou tel objet. Si vous vous plantez pour X raisons, vous pouvez revenir à un type d'espace de travail en venant sur les indispensables par défaut. Je ne sais pas si vous cliquez sur vous faites une mauvaise manip et vous perdez tous vos panneaux. Vous pouvez revenir dans espace de travail, les indispensables, et il va vous remettre l'espace de travail par défaut, qui est celui que vous allez avoir quand vous allez ouvrir Photoshop. Yes. Ok, sans plus attendre, on va commencer par de la petite création. Là, je viens de vous expliquer l'interface. Donc, on va commencer tout simplement par importer une image. Dans Photoshop, l'objectif de Photoshop, c'est de la gestion d'image, du traitement d'image. Donc, on va commencer avec l'importation d'une image. Fichier, importer et incorporer. On vient chercher le dossier en question, où on a nos images. Moi, j'en ai sélectionné plusieurs en amont. Donc, j'en ai cherché plusieurs. Hop, et je l'importe. Vous vous souvenez quand je vous disais que les images ont un ratio largeur-hauteur qui n'est pas forcément le même que mon espace de travail. Et bien ici, c'est symbolisé par ces petits points qui sont en fait le format de mon image, son format largeur-hauteur, qui est souvent adapté à mon espace. Je pense que l'image, elle est beaucoup plus grande que mon espace, mais il l'adapte pour la faire tenir dans l'image, dans l'espace de travail que j'ai. J'augmente ça parce que je préfère avoir bien la vue. Tac. Hop. J'essaie d'étendre, voilà. Donc ici, l'objectif, c'est de remplir mon image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir hop, chercher l'angle et en maintenant la touche Alt, je viens étirer mon image. Si vous ne maintenez pas la touche Alt, qu'est-ce qui va se passer? Il va augmenter uniquement sur un point de fuite et il va vous déformer l'image. Alors ça, c'est des choses qu'on ne fait pas parce que c'est pas beau. On ne dénature pas la propriété largeur-hauteur d'une image. On essaie toujours de garder les proportions. Donc on maintient le petit Alt. Alors peut-être que sur une nouvelle version, il le fait d'office et vous n'avez pas besoin d'appuyer sur Alt. Ah, en fait, Alt, ce que je dis une bêtise, Alt, il vous l'augmente par le centre. Donc voilà. Donc, bah, tant mieux. Ça, c'est une petite nouveauté que je n'avais pas vue. Trop bien. Donc on vient, on place son image, on peut la déplacer, toujours en conservant les différents points de fuite, les différents carrés là-haut de notre image. Hop. Et on vient la placer. Alors, les traits roses que vous voyez, ou magenta, c'est des repères. C'est des repères qui viennent m'aider à trouver le centre de mon image. Si vous ne l'avez pas par défaut enregistré, vous pouvez venir dans Afficher, repères commentés. Et en fait, ça permet de placer ces éléments par rapport à un centre, ou par rapport à un élément de notre création. Donc c'est hyper pratique quand on veut aligner des blocs, quand on veut placer des éléments bien au centre et pas se trouver trop à droite, trop à gauche. Donc voilà. Moi, par défaut, je l'active toujours. Donc c'est dans Affichage, Afficher, Repères commentés. Je refais, Fichier, j'importe mon image. Hop, c'est celle-ci. Tac. Je l'augmente. Je la positionne bien au centre. Une fois que c'est fait, je valide ici en cliquant sur le petit check ou alors j'appuie sur Entrée. Si jamais vous faites une bêtise, j'en sais rien, vous ne l'avez pas assez, hop, pardon, je fais une bêtise, vous ne l'avez pas assez étiré. Alors, mon ordi, il lag à mort. Hop, voilà. Si jamais vous ne l'avez pas assez étendu, il y a un raccourci qui s'appelle, alors sur Mac, c'est Command T, sur Windows, c'est Ctrl T. Vous faites simplement Command T ou Ctrl T et il remet la possibilité de l'augmenter. Donc là, vous pouvez revenir comme vous voulez, augmenter votre image. Donc ces points d'ancrage, on appelle ça des points d'ancrage, permettent d'augmenter, de gérer la hauteur. Là, j'appuie sur Shift. Alors ça, on ne fait pas, mais pour certains éléments tels comme des blocs ou des formes, on peut le faire. Ça fonctionne de la même manière, hein. Des blocs ou des images. Le Command T, c'est un outil qui est universel, qui s'adapte à tous les éléments de Photoshop. C'est pour augmenter un objet, un calque. Vous pouvez faire des rotations. Si vous vous placez en dehors des points, vous avez une petite flèche qui est coudée qui permet de faire des rotations de l'image. Donc là, c'est vraiment comment on importe une image dans son espace de travail. J'ai validé, j'ai mon image qui est placée.
Ça va jusque-là? Pas très compliqué. Alors, ici, on va faire un premier travail de retouche photo. C'est la première étape qu'on fait quand on importe une image, c'est on va légèrement la retoucher, la retravailler. Alors moi, je ne pourrais pas vous donner d'exemples théoriques sur la retouche. C'est du regard, c'est de l'habitude, c'est de l'expérience. Il faut tester les outils et savoir ce qu'ils font. Les outils de retouche se trouvent ici, dans Réglages, ou alors dans Fenêtre, Réglages. Et là, vous avez plusieurs choses. Vous avez tous des outils de retouche colorimétrique, de luminosité, de teinte de saturation. Donc là, moi, mon objectif, ça va être très légèrement de hausser la luminosité de mon image. C'est assez intuitif. Quand on clique, je reviens en arrière au réglage, quand je clique sur luminosité contraste, pardon, j'ai plusieurs choses qui se passent. La première chose, c'est que dans mon panneau des calques, il s'est passé quelque chose. Vous vous souvenez quand je vous parlais de hiérarchie des calques, en fait, ici, on a un premier élément qui est apparu quand j'ai créé ce calque de réglage. C'est qu'on a cette ligne qui est apparue dans mon panneau de calque. Le panneau de calque, hop là. Alors, on peut masquer les panneaux ici en double-cliquant dessus. Le panneau de calque, il est hyper important parce que c'est ce qui va faire la hiérarchie de votre visuel. Vous vous souvenez quand je vous disais d'étudier les différentes couches des visuels d'inspiration qu'on a vu la semaine dernière? En fait, c'est ça. C'est les différentes fondations de mon image. Si maintenant, alors là, il y avait un petit cadenas pour l'enlever, hop, il suffit de cliquer dessus. Si maintenant l'image là, que je vais appeler calque 1, pour renommer un calque, je double-clique et j'ai juste à écrire, hop, calque 1, calque 2. Si le calque numéro 1, je le déplace dans mon panneau de calque en dessous de mon calque 0, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Ça va être tout blanc. Yes, c'est ça. Alors pour déplacer un calque, il suffit de cliquer dessus et de le glisser. Si je le passe sous mon calque 0, il va être tout blanc. Il va être tout blanc pourquoi? Parce qu'en fait là j'ai un calque blanc. L'avantage c'est que les calques, on peut prévisualiser ce qu'on voit. Donc là on voit qu'il y a l'image, là on voit qu'il y a un calque blanc. Si je masque ici, ouais. Question, pourquoi tu as un calque 0? C'est le calque de fond qu'on avait vu quand on a créé le document. D'accord. Si je ne sais pas si tu te souviens, mais je pouvais Oui. choisir la couleur. Voilà. Donc c'était la couleur du fond que j'avais définie. Et il y a toujours un calque 0 quand tu importes une image? Il y a toujours un calque, ouais, ouais, c'est le calque de mon espace de travail. Ok, merci. Si j'ouvre l'image directement, le calque 0, ce sera l'image. Si j'ouvre l'image directement, alors je vais te montrer, c'est pas forcément ce que je préconise, mais si j'ouvre mon image en tant qu'objet Photoshop, mon calque 0, ce sera l'image. Tu vois. Mais ça, c'est pas ce que je préconise. Du coup, mon calque 0, il est ici. Je vais le remettre à sa place. Si jamais, vous pouvez masquer. Hein. Ici, il y a un petit œil qui permet d'afficher et masquer le calque. Moi, il ne m'intéresse pas. Je le mets en fond et je mets un petit cadenas. Comme ça, il ne nous embête plus. Du coup, calque de réglage, je l'ai défini tout à l'heure. C'est le calque des luminosités. J'ai cliqué dessus. Si je veux venir travailler, il faut que je vienne me mettre dans l'espace réglage. Que je clique dessus et ensuite dans les propriétés de ce calque. Et là, j'ai juste à venir jouer sur les différents curseurs pour définir. Ici, on parle de luminosité et de contraste. Voilà. Donc, du coup, je viens bouger le curseur. L'objectif, c'est d'atteindre des choses qu'on veut obtenir. Donc là, je n'ai pas de théorie à vous transmettre. C'est plus faire des essais, voir ce qui vous plaît. Voir en fonction de la lisibilité des éléments, si vous avez du texte blanc et qu'on est trop lumineux, forcément, on ne va pas très bien lire. Donc, il faudra peut-être assombrir l'image. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut expérimenter. Donc, la luminosité et les contrastes. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, c'est assez facile de le prendre en main, puisque vous le connaissez, on le voit là régulièrement. Donc, calque de réglage. Les niveaux, pareil, c'est pour gérer l'intensité des noirs et des blancs. Dans la théorie, un noir 100%, hop, c'est un noir qui est ici. Et un blanc 100%, c'est un blanc qui est ici. Donc en fait,
C'est un peu compliqué à expliquer, mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une image, elle est composée de niveaux de gris. Donc, elle va du noir au blanc. Et entre, c'est plein de variantes de gris différents. Si je vous montre ça en mode niveau de gris, hop, fusionner, vous voyez qu'en fait, mon image, elle est composée de plein de valeurs qui sont entre le noir et le blanc, et qui sont des valeurs en fait d'intensité, de couleur. Et ici, on peut encore gérer l'intensité des noirs et des blancs. Les réglages, c'est vraiment... Oui, dis-moi. Moi, j'ai pas SMJN, j'ai RVB en réglage. Je pense En haut, là. que c'est parce que tu as dû créer ton fichier en RVB peut-être. Sinon, il faut Bah, que tu te places... ouais, je pense que tu as créé ton fichier en RVB. exact. Parce que j'ai cru que c'était ça. Si jamais, alors, si jamais vous vous trompez, vous mettez votre fichier en CMJN ou RVB que vous voulez passer de l'un à l'autre, vous pouvez aller dans Images, Mode, et ici, vous pouvez modifier. Donc là, vous faites OK, ne pas pixeliser, et il va adapter votre image. Là, je suis passé en RVB. D'ailleurs, on va rester en RVB parce qu'on est pour le web, je suis sous du format Facebook, donc on va rester en RVB. Les réglages, je vous inviterai à les tester. Luminosité, niveau, c'est surtout pour l'intensité de lumière dans l'image. Les courbes, on ne va pas y toucher. Les teintes de saturation, c'est si on veut gérer la colorimétrie, l'intensité des couleurs et la luminosité encore une fois. Et vous pouvez jouer sur les couleurs par couche de couleurs. Une couche de couleurs, c'est R, V, B, C, cyan, le bleu, le magenta et le jaune. Donc là, vous avez toutes les couches. Et vous pouvez en fait venir sélectionner des couches en particulier et modifier leur valeur. Par exemple, le vert qui est ici, si je zoome dans mon image, pour zoomer, le raccourci c'est Z. Et il suffit de venir, hop, cliquer, on maintient le clic et on avance, on recule pour dézoomer. Ou alors l'outil il est ici. Du coup, là, je suis dans mon réglage et j'ai choisi la couleur verte. Donc, je vais impacter que le vert de mon image. Et en venant modifier, hop, je peux venir modifier les valeurs de vert. Alors, le vert, c'est un peu une couleur traître parce que le vert, c'est pas. Alors, les arbres, c'est pas toujours du vert, mais il y a aussi du jaune. Et le jaune, c'est aussi une couleur que je peux venir influencer. Donc, vous voyez, quand on veut modifier du vert, il faut être prudent avec le jaune qui est proche. En tout cas, là, vous avez la possibilité de modifier les couleurs par des couches qui sont le RVB ou le CMGN. Si je veux modifier ici, alors il faut deviner. Hein. Là, je sais que ça doit être un bleu ou un cyan. Je vais partir sur du cyan. Vous voyez que si jamais je peux accentuer, forcément, si je vais dans la saturation à fond, ça va être bien dégueu. Mais je peux accentuer ou diminuer la valeur de mon cyan. Je peux modifier la couleur si je veux avoir des choses peut-être plus chaleureuses ou plus proches de, je ne sais pas si je veux modifier les couleurs. Donc ça, c'est des choses qui sont faisables grâce à l'outil teinte saturation. La balance des couleurs, on ne va pas forcément venir dessus parce que c'est un peu complexe, mais c'est pour donner en fait, comment dire, c'est pour prioriser une balance de couleurs par rapport à une teinte. Par exemple, mon image, elle est soit cyan, soit rouge, soit magenta, soit vert, soit jaune, soit bleu. Et là, en fait, je viens prioriser le cyan ou le rouge de mon image, le magenta ou le vert, le jaune ou le bleu. Si je devais vous le montrer, si j'accentue le cyan, ça va partir dans des couleurs forcément cyan. Le rouge, je vais rajouter du rouge. Donc ça, c'est des choses aussi à tester, à expérimenter, en fonction toujours des inspi que vous avez. Quand vous allez avoir vos inspirations, l'objectif, c'est d'analyser les couleurs que vous allez, essayer de les décortiquer et de comprendre ce qu'on a voulu faire. Vous voyez les images désaturées, noir et blanc, on a compris qu'il a enlevé la saturation. Donc, il a enlevé la saturation, c'est ici, hein, dans l'outil de réglage teinte saturation. Hop, j'enlève la saturation, je passe en noir et blanc. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de prendre ses inspi et de savoir ce qu'on veut faire. Une question. Ouais. Quand je veux retoucher une photo, en fait, je ne sais pas ce que je dois faire dans l'ordre. Genre, s'il faut que je commence par gérer la luminosité, puis après ci, puis après ça. Et du coup, bah voilà. Tu peux reformuler ta question? En gros, quand je retouche une image, il y a plein d'outils que j'utilise, mais je ne sais pas du tout lesquels utiliser dans l'ordre pour pas faire n'importe Yes. quoi.
Par exemple, si je monte la luminosité et qu'après je passe à l'ombre et que je passe à un autre truc, mais du coup ça me dénature ça. Enfin, je sais pas. En fait, il y a des étapes, mais c'est assez. Alors attends, je vais essayer de revenir. Alors donnez-moi juste 2 petites secondes, il faut juste que j'aille faire un saut aux toilettes et j'arrive tout de suite. Hop, yes, excusez-moi, ça c'est le problème quand on boit trop d'eau. Alors, si je reviens sur ta question, alors il y a un truc qui est assez cool, c'est que si tu veux, les réglages, ils sont mis de sorte à ce que ils soient utilisés dans un certain sens, dans une certaine logique. Donc par défaut, tu vas d'abord travailler la luminosité et les contrastes. Ensuite, tu vas venir travailler les couleurs. Donc je pense que c'est. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, Ok, oui. cool. Donc je pense que c'est un sens que tu peux conserver. C'est je travaille la luminosité de mon image. Tu vois d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai commencé par ça. Et ensuite, je viens travailler les couleurs. Alors moi, je ne vais pas mettre une balance, mais je vais mettre hop, une teinte de saturation et je vais légèrement accentuer hop, les couleurs de mon image. Les couleurs, on va dire les couleurs rouges. Je vais volontairement hop, les passer comme ça. Je vais baisser un peu leur intensité. Voilà, là j'ai fait un réglage simple. Vous pouvez voir ce que vous faites comparé avec la version d'avant en ici le petit œil affiché masqué. Ça vous permet de voir ce que vous faites et de comparer à avant. Donc c'est très léger, je ne sais pas si vous le voyez bien avec le partage d'écran, mais je peux afficher ou masquer un de mes calques pour comparer. Donc ça c'est les réglages colorimétriques. Bon, les noirs et blancs, comme son nom l'indique, on va jouer sur la valeur des noirs et des blancs par couche de couleur. Donc du coup ici, on peut venir travailler ça si on veut donner plus d'intensité au rouge de mon image, au jaune de mon image ou moins. Donc là, ça va vraiment prendre en considération les couleurs de mon image, les rouges, les jaunes, les verts, et on va accentuer le noir ou le blanc présent dans cette teinte. Vous voyez là, si j'accentue à fond, vous voyez que mes rouges, ils deviennent très noirs. Je peux les mettre très blancs. Alors, la retouche couleur, c'est un monde. Il faut pratiquer, il faut essayer. Il faut essayer de comprendre ce qu'on voit et il faut essayer de décortiquer et après d'être capable de le retranscrire. Ça, ce sera l'objet de la semaine prochaine quand on passera en pratique plus concrète avec les inspirations qu'on a trouvées la semaine dernière. On essaiera d'analyser des cas concrets et de les décortiquer, d'essayer de comprendre c'est quoi les teintes qu'ils ont utilisées, tout ce genre de choses. Je ne m'attarde pas trop sur les autres outils parce qu'ils ne sont pas forcément essentiels à notre niveau. J'essaie d'en voir un qui pourrait être intéressant, mais les 4 là, pour débuter, sont quand même les plus importants. Donc les autres, je vous laisserai les essayer. Ok, là du coup, j'ai mes calques de réglage qui ont été mis en place. Hop, alors, je regarde juste mes notes pour ne pas me perdre et voir si je n'ai rien oublié. Tac, tac, tac. Ok. Photoshop, les différents calques, ça peut vite être le bazar. Donc, on peut faire des groupes de calques. Là, je vais faire un premier groupe de calques. Il suffit de les sélectionner. Donc, je sélectionne le premier, j'appuie sur Shift,
je sélectionne une deuxième. Et en faisant CTRL-G ou Command-G, en fonction de votre ordinateur, hop, je crée un groupe. Celui-ci, je vais le renommer Réglages. Et ça me permet de trier en fait mes calques, de bien les nommer et de pouvoir me repérer dans mes panneaux, dans mon panneau de calque, parce que c'est vite le bazar. Je peux déplacer ce réglage si je veux. Forcément, là, je l'ai mis en dessous, donc je le perds. Ça fonctionne de la même manière. Hein, un calque, ça fonctionne de la même manière qu'un groupe, ça fonctionne de la même manière qu'un calque. Donc là, j'ai créé un premier calque de réglage. Je peux lui mettre une petite couleur pour le tri si j'ai envie. Donc, clic droit, hop, clic droit et une couleur rouge. Comme ça, je sais après, quand j'aurai 1 million de calques, je sais que mes réglages sont dans le groupe de calques rouge. Donc, je refais la manip. Hop, je les sors de mon groupe. Je supprime le groupe. Pour supprimer, il suffit de faire supr en se plaçant dessus. Tac. Si vous faites une bêtise, CTRL Z ou Command Z, ça vous connaissez, ça revient en arrière. Ça refait l'étape d'avant. Hop, Command Z. Donc, je sélectionne mes deux calques. Command G. Je le renomme. Groupe de réglage. Et je lui mets la petite couleur parce que moi, j'aime bien trier mes objets. J'avais une question, j'ai cru entendre. Ouais. Dis-moi. Comment tu fais pour retoucher quand tu touches à tes réglages? Genre, tu as fait un assemblage de photos, donc de retoucher qu'un seul calque. Là, je retouche qu'un seul calque, ouais. Ouais, non. Genre, imagine, tu avais un autre calque avec une autre photo, tu vois. Ouais. Genre, tu veux Bah, en retoucher fait, ce nouveau calque. yes, on va y venir tout à l'heure, mais si tu veux, là, forcément, je fonctionne par hiérarchie. Et si tu veux, mes calques de réglage, ils sont au-dessus de mon calque numéro 1. Donc, en fait, si ça va s'appliquer, les deux calques de réglage là, il faut s'appliquer à tout ce qu'il y a en dessous. Donc, si j'ai cette image-là, il va s'appliquer à celle-ci. Mais si j'en ai une autre, il va s'appliquer aussi à l'autre. Ouais. Du coup, tu peux pas faire une retouche séparée de deux calques différents, en fait. Il y en a forcément un qui agit sur la retouche de l'autre. Si tu peux, mais on va voir ça tout à l'heure. Ok. Il y a un outil qui permet de faire ça. Donc du coup, là, j'ai créé mon groupe de calques de réglage. Désolé, je te coupe dans ton élan, mais je veux juste respecter la trame que je me suis fixée. Pas de souci. Mais on va le voir. Donc là, j'ai créé mes réglages et ça me convient. Maintenant, l'objectif, c'est de mettre un petit texte parce qu'on a un message à dire. Donc pour mettre un texte, on a un outil texte, comme son nom l'indique, qui se trouve ici. Ou alors, le raccourci clavier, c'est T. Et là, on a le curseur. On a le curseur qui vient, qui s'affiche. Et on peut venir cliquer dans notre espace et placer du texte. Soit on clique simplement et on lâche et il nous met un lorem ipsum par défaut. Lorem ipsum, c'est le texte latin pour faire genre random pour voir ce que ça peut rendre. Et après, on peut le modifier en cliquant dedans. Du coup, je refais la manip. Je clique, j'ai le lorem ipsum qui est survolé. Je peux venir mettre ma citation. Texte. Voilà, parce que je vais faire différentes choses. Là, j'ai mon texte qui est placé. Vous pouvez venir sinon copier-coller. Quand je fais mon lorem ipsum, là j'ai un copier, donc j'ai juste qu'à faire coller, hop, et il me le fait aussi. Donc ça, c'est la première manière de faire du texte. La seconde, c'est de cliquer sur l'outil texte et de cliquer et de définir une zone en glissant. Là, je définis ma zone et il me met un lorem ipsum forcément dans toute ma zone et j'ai plus qu'à venir coller mon texte concerné. Quand vous faites ça, refermez, essayez de rapprocher au maximum le bloc de texte qui a été créé pour pouvoir placer notre bloc après bien au centre de notre image. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de venir rapprocher au maximum du texte. Et j'ai plus qu'à faire valider. Alors là, il faut faire valider, il faut cliquer ici. Parce que si vous faites entrer, il va vous créer un caractère d'espace. Donc vraiment, là, il faut valider à la main. Donc là, j'ai mon texte qui est placé. Petit tips, j'en ai pas parlé, mais si vous voulez voir un petit peu où est le centre de votre image, si vous voulez mettre des repères, des règles, et bien en fait, on peut cliquer ici dans la règle, on clique et on glisse, et on vient mettre des repères au centre. Si par défaut, il y a un magnétisme de Photoshop qui est activé et qui va venir accrocher en fait le repère au centre de votre image. Alors, c'est compliqué à expliquer, mais quand vous le testerez, vous verrez que hop, le petit truc, le petit repère,
il s'agrippe au centre et après, ça me met un petit à-coup avant de pouvoir l'enlever. Et sinon, il suffit de le déplacer comme ça. Si vous n'avez pas, si vous êtes comme ça et que vous n'avez pas les repères, vous appuyez sur CTRL-R pour les Windows et Command-R pour les Mac et hop, vous l'avez qui est affiché là, il suffit de cliquer, hop, et on glisse tout simplement dans la verticale et dans l'horizontale. Et je sais que là, mon centre, il est ici. Mon centre de l'image, il est là. Donc là, j'ai défini le centre de mon image et mon objectif, c'est de mettre mon texte au centre de mon image. Donc du coup, je prends l'outil de déplacement pour venir déplacer mon texte. L'outil de déplacement, le raccourci, c'est V, ou alors il se trouve ici. Hyper important de bien se placer dans mes calques, de bien sélectionner le calque qu'on veut travailler. Moi, je veux bouger la citation texte, donc je me place sur la citation et je le déplace avec l'outil V, pardon, avec l'outil V qui est celui-ci. Je le déplace et je me mets bien au centre. Si j'ai activé les repères commentés, il va venir me chercher le centre. Vous voyez, il me met une surimpression magenta pour me dire là, c'est le centre. Donc là, j'ai placé mon texte au centre. Je peux voir. Si je veux voir un peu mieux ce que je fais, si vous appuyez sur CTRL double point ou commande double point, vous pouvez afficher, masquer les repères. Ça permet des fois de voir un petit peu ce qu'on fait. Donc là, je les affiche, je les masque, je vais les masquer. Je vais les masquer pour voir ce que je fais, mais je peux les laisser. Ça, c'est à vous. C'est vous qui préférez, c'est vous qui définirez ça en fonction de vos habitudes. Donc là, j'ai mon texte. L'objectif maintenant, c'est de venir le mettre en forme. Pour le mettre en forme, je reprends. Donc j'étais en déplacement. Je reviens sur mon outil de texte, ou alors j'appuie sur T, ou alors je viens le chercher ici. Et je viens sélectionner mon texte dans mon image. Donc là, l'objectif, c'est de lui mettre une police d'écriture. Soit vous les avez ici, dans le panneau du haut, soit dans les propriétés de caractère, vous pouvez retrouver un panneau un peu plus détaillé. Donc, vous pouvez venir ici chercher la police d'écriture en question. Donc, moi, je vais en prendre une par défaut, je vais prendre Gotham. Les polices d'écriture, elles se connaissent, elles s'apprennent, il y a des habitudes. C'est à force de faire, on a nos préférences et on va utiliser un peu souvent les mêmes. Moi, Gotham, je l'aime beaucoup, donc je l'utilise souvent. Donc, je vais définir Gotham comme police principale. Je veux qu'elle soit en bold, mais je veux que mon texte du dessous soit en light, donc en petit, en fin. Donc je vais juste à le sélectionner et je vais lui définir, hop, une autre épaisseur. On appelle ça une graisse. Donc là, j'ai le nom de ma police, ma famille. Là, j'ai son épaisseur, sa graisse. Ici, j'ai sa taille. Je peux augmenter ou diminuer. Donc moi, je vais me mettre à 35. Et la taille de mon texte, je vais le mettre, hop, à 20, on va dire. Parce que je considère que ça, c'est ma citation. Et ça pourrait être... hop là, pardon. Ça, c'est ma citation. Tac, je valide. Et ça, c'est ma référence, par exemple. On voit souvent ça. Du coup, là, j'ai ma taille. Ça, on ne touche pas. Enfin, ça, en fait, c'est l'interlignage. Donc, c'est l'espace entre les lignes. Si on peut le toucher, c'est un autre que je pensais que je disais, on ne touche pas. Ça, c'est l'espace qui est entre les lignes qu'on peut venir travailler. Hop. Ou alors on laisse en automatique. La métrique, on s'en fiche. Ça, c'est l'interlettrage, donc c'est l'espace entre les lettres. Hop là. C'est bien validé à chaque fois, parce que sinon il met à jour. Hop. Ça, c'est mon espace entre les lettres. Donc si jamais je l'augmente, il me met un espace entre mes lettres. Là, vous voyez que je ne suis pas au centre. Quand je clique, vous voyez mes petits points. Tac, j'ai du mal à faire mon centre tout à l'heure, donc je me replace bien au centre de mon image. Je fais un... Hop là, bon. Je me place bien au centre. Tac. Alors là, vous allez me dire, ton texte ne se voit pas. Je sais, on va y venir. Donc là, je vais mettre mon texte. Maintenant, l'objectif, c'est de voir mon texte. Donc là, le noir, forcément, sur une image aussi contrastée, ça va être difficile de lire. Donc, je vais le placer en blanc. Je vais modifier sa couleur. Je clique ici sur couleur. Et je peux venir choisir ma teinte. Soit je viens la chercher, soit je connais ses valeurs. Dans les valeurs, on a soit des valeurs CMJN, soit des valeurs RDB, soit un code hexadécimal. Alors les valeurs, c'est des choses qui ne s'inventent pas. Si vous voulez une valeur précise, il faut la demander. Si vous voulez que votre valeur, ce soit une couleur, admettons, je vais annuler, vous voulez que ce soit
le vert ici. Pour chercher une couleur dans mon espace de travail, on peut prendre l'outil pipette qui se trouve ici. Et le raccourci, c'est I. Sur mon clavier, c'est I. Et je viens cliquer, hop, à l'endroit que je veux. Et vous voyez ici dans mon nuancier que la couleur a été mise à jour. À chaque fois que je clique sur un endroit, hop, il va me mettre à jour ma couleur. Vous pouvez les retrouver dans le nuancier. À chaque fois qu'on clique, hop, il va le mettre dans votre nuancier. Il va adapter les dernières couleurs qui ont été sélectionnées. Moi, je veux le vert. Admettons, vous ne l'avez pas dans l'image parce que vous n'avez pas d'image de base, mais vous avez un code couleur. Le code couleur, c'est ça. 444 C25. Ça, c'est le code de votre image. Ça fait partie de la charte graphique qu'on vous a transmise et on vous a dit, voilà, moi, mon texte, il doit être vert et le code couleur, c'est ça. Du coup, ce qu'on fait, on sélectionne le texte, on se place ici et on a juste à rentrer la valeur du code couleur qu'on nous a donné, soit de l'hexadécimal, soit du RGB ou du CMJN. On le rentre et il va nous le mettre automatiquement. On n'a plus qu'à valider. Alors là, le vert, ce n'est pas le meilleur exemple parce qu'on ne le voit pas. Moi, je vais mettre sur du blanc. OK. Tac, tac, tac. Donc maintenant, l'objectif, c'est de rendre ce texte lisible. Là, il est blanc. On arrive à lire la grosse citation. Ma citation, on arrive à bien le lire. Mais par contre, le texte, lui, il n'est pas lisible. Donc du coup, alors juste, hop, je vais passer en majuscule. Pardon. Hop. Ça, c'est des outils qui permettent de feinter des caractères. Là, vous pouvez mettre en gras, en italique, en majuscule. Ça vous ferait des essais. Donc là, l'objectif, je vais réduire ce texte-là qui est un peu fat. Hop. On va mettre à 15. Alors, mon image de base n'était pas la meilleure parce qu'elle ne permet pas une grande lisibilité. L'objectif, c'est de venir rendre ma citation lisible. Donc, soit je reviens dans mes calques de réglage, donc je me déplace dans mes panneaux de calque. Je reviens dans mon calque de réglage et je vais venir voir la propriété, donc foncer mon image. Malheureusement, quand on a des textes trop fins et des images trop peu contrastées, trop contrastées avec trop de variantes de couleurs, parfois on est obligé de foncer un maximum ou alors de trouver des petites astuces pour rendre les éléments lisibles. Là, il y a une solution, c'est soit de foncer l'image à fond. Alors c'est dommage parce qu'on dénature, mais ça c'est une chose à savoir aussi quand on sélectionne ces images, c'est de bien réfléchir en amont en lisibilité. Est-ce que l'image que je vais choisir va me permettre d'avoir une lisibilité optimale de mes textes? Ici, ce n'est pas forcément le cas si je veux conserver l'image dans sa totalité. Donc là, on va volontairement partir sur quelque chose d'assez sombre. Alors, ça m'embête un peu. Hop. Quelque chose d'assez sombre. Donc là, je suis content. Donc, je vais dire que hop, ça me va. Je vais passer mon texte comme ça. Je suis assez satisfait du résultat. On va partir sur ça. Donc là, on a placé du texte. On a vu comment le rendre lisible. On a vu comment gérer les couleurs de notre image. Je vous avoue que ce n'est pas forcément très beau, mais là, l'objectif, c'est vraiment de voir les outils et de voir les possibilités et aussi de voir les contraintes que peuvent, les contraintes qu'on peut avoir entre image et fond, texte et fond, pardon. Et souvent, un des défauts des jeunes graphistes, c'est qu'on ne va pas avoir cette réflexion de lisibilité. Et on va souvent choisir des images qui ne permettent pas toujours d'avoir un texte de manière optimale. Je n'ai pas compris. Alors, pour choisir comment on fait pour choisir une image qui te permet d'avoir une bonne lisibilité de texte? En fait, c'est de la logique. C'est de la logique. En fait, en soi, tu pourrais bidouiller toujours pour qu'en fait ton texte soit lisible. Là, tu vois, j'ai mon texte qui est brut sur mon image, mais si je veux, je peux créer des petits encarts. Alors, je le fais rapidement, mais je vous montrerai après comment on le fait. Je peux créer des petits encarts, placer ça en dessous pour le rendre visible, jouer là-dessus. Ça peut être des choses qui sont faisables. Ça peut être des choses qui sont faisables si on a envie de créer des choses lisibles. Là, pour répondre à ta question, en fait, tout va dépendre de l'objectif que tu as. Si toi, ton objectif, c'est d'avoir du texte, une image et rien comme élément graphique, pas de bloc, rien qui vienne court-circuiter les deux, et en fait, il va falloir que tu ailles choisir une image qui te permette d'avoir suffisamment d'espace pour avoir une bonne lisibilité. Par exemple, là, dans cette image, je pourrais utiliser cette zone-là, tu vois. Cette zone-là permet de la lisibilité. Il faudrait que j'étende l'image ici. Donc, soit, ce que je peux faire, c'est que j'augmente mon image de sorte
à avoir cette matière vide, tu vois, là, en fait, j'ai cette matière vide qui me permet d'avoir un texte lisible. Ouais. Qui me permet d'avoir mon texte qui est lisible. Mais si mon image est trop contrastée, bah forcément, ça va être compliqué. Alors là, j'ai mis de la luminosité. Hop. Si mon image est trop contrastée, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est purement logique. Il y a trop de couleurs, il y a du blanc, il y a du noir, il y a plein de trucs qui font que mon image mon texte qui est trop léger, trop fin, bah, il ne va pas être lisible. Donc là, soit j'accepte le fait de ne pas voir toute l'image et du coup, j'en enlève une partie. Ça peut être un choix. Hein. Ouais, genre là, je trouve que ça ne fonctionne pas trop mal. Hop, un petit réglage, tac. Je ne suis pas obligé de mettre autant de luminosité sombre. Ça fonctionne, c'est lisible, tu vois. Donc ça, c'est une possibilité. Donc c'est pour ça que ce que je voulais te dire à travers ça, c'est que choisir l'image, c'est hyper important en fonction de ce que tu veux voir et de ce que tu veux afficher surtout. Si j'avais un personnage et que je voulais voir son visage, bah, c'est compliqué de mettre du texte sur un visage parce qu'il y a plein de choses. Il y a les différentes ombres, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a plein de couleurs différentes et de contrastes différents qui vont faire que ce n'est pas forcément toujours hyper lisible. J'avance un petit peu parce que je traîne sur le texte, mais là, vous avez, j'espère, compris l'idée. Placement de texte et rendre l'image lisible. Hop, 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 texte, tac, 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 ça c'est bon, ajouter les mots graphiques. Je suis venu rapidement dessus, mais maintenant, si on veut venir pousser un peu la création, donc, admettons, on a une citation sur plusieurs lignes. Ma citation favorite, j'ai un S ou pas? Non, il n'y a pas de S. Sur plusieurs lignes, tac. Ça, on va dire que c'est ma citation. Hop. En dessous, ça, c'est ma référence. Ça peut être la personne référence, la personne qui a dit la citation, par exemple, ou un verset, ou ce que vous voudrez. Tac, je vais le mettre en légèrement plus petit, parce que c'est quand même toujours plus petit. Bon, alors là, j'ai pris une typo qui est light, donc ce n'est pas forcément la meilleure idée. C'est pour bien vous montrer le contraste. Je vais la passer un peu plus épaisse, en boucle. Là, il y a un caractère qui ne m'intéresse pas. On va le laisser quand même. J'oublie pas de bien venir rapprocher mon bloc pour pouvoir venir centrer tout ce bloc dans mon image. Donc, je remets mes réglages, mes règles, commande double point ou contrôle double point, et je reviens placer mon texte bien au centre. Si je fais commande T, je peux voir où se trouve le centre ici et ici. Commande T, vous vous souvenez, ça permet d'étirer. Je vous disais, ça marche aussi sur du texte. Je peux remonter mon texte comme ça. Donc là, je peux voir où est mon centre et je peux venir me placer comme il faut. J'ai plus qu'à valider. Je vois à peu près ce que j'ai. Je trouve que là où c'est pas très lisible, donc je viens un petit peu déplacer mon image avec l'outil de déplacement V. Je me déplace dans mes blocs de calque. Toujours bien sélectionner le calque qu'on veut travailler. Si on veut bouger l'image et qu'on sélectionne le texte, forcément, ça va bouger le texte. Et on se dit, mince, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Là, c'est l'image que je voulais bouger. Hop, je sélectionne le calque d'image. Des petites choses, si on veut rajouter un peu de vie à tout ça. J'appelle ça des éléments graphiques. Pour moi, des éléments graphiques, ça va être des éléments qu'on va créer pour graviter autour de notre citation. Ça peut être des filets, ça peut être des petits points, ça peut être des petites croix, ça peut être des traits. Tout ça, ce sont des formes géométriques souvent. Et les formes géométriques, dans le panneau d'outils, ça se trouve ici. Par défaut, on a un rectangle, mais il y a rectangle arrondi, il y a les ronds, il y a les polygones, les traits. Donc là, en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez venir choisir l'outil adapté. Moi, si je veux faire un trait ici de séparation, soit je le fais en ligne, et c'est un peu relou parce que je trouve que c'est un peu compliqué à utiliser. Moi, j'utilise un rectangle. Je mets mes règles, je clique dans mon espace avec l'outil et je viens tracer un rectangle. Ici, qu'est-ce qui se passe? Si je regarde mes propriétés, je vois que j'ai un fond sur mon rectangle qui est vert. Je vois là, je le vois là. Et je vois autre chose, j'ai un contour qui fait 10 points. Moi, le contour, je ne le veux pas. Donc, simplement, je peux enlever le contour en mettant ici 0. J'ai supprimé mon contour. Je peux aussi cliquer ici sur le contour. Hop, et je l'enlève. Donc, du coup, si je devais refaire la manip, j'ai mon outil de forme. Par défaut, il va souvent vous mettre les dernières couleurs que vous avez utilisées ou les dernières options que vous avez appliquées. Moi, il s'avère que j'ai sûrement fait par le passé un contour quelque part. Du coup, il m'a préenregistré. Donc, du coup, il va me l'appliquer. Je peux l'enlever. Si je ne veux pas avoir le problème, je peux directement venir l'enlever, hop, et mettre la couleur qui m'intéresse, le blanc. Et j'ai plus qu'à venir créer
ma forme. Donc, je clique, je glisse et je la définis. Donc là, j'ai défini ma forme. J'ai plus qu'à venir la placer, hop, ici. Et j'ai créé un petit élément graphique, un petit tiret. Si j'avais voulu mettre une petite croix ou un petit X, bah c'est simple. Une croix, c'est un trait Et un autre. et un autre trait. Oh. Alors, soit je le fais, bien joué, soit je le Ouais. fais à la main, mais du coup, je ne suis pas très précis parce que pour avoir la même taille et la même hauteur, bon, bah, c'est un peu galère. Soit je peux dupliquer un calque. Et dupliquer un calque, ça va me permettre de dupliquer l'objet ici. Parce que c'est un objet de calque. Vous voyez, il est là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est déjà le bazar. Ouais. Moi, mon calque, il est en dessous de mes réglages. Je veux qu'il soit au-dessus. Hop, je le déplace. Du coup, je veux faire une petite croix. Je vais dupliquer ce calque-là. Pour le dupliquer, le raccourci, c'est Command J ou Ctrl J. Ou alors, vous cliquez et vous allez glisser sur le petit onglet que vous voyez en bas à droite. Vous cliquez et glissez là-dessus. Et il va vous le dupliquer. Moi, je fais Command J. Ça va plus vite. Donc là, j'ai dupliqué mon calque. Pour l'instant, il ne se voit pas. Forcément, il est superposé à l'autre. Vu que c'est les mêmes, il n'y a pas de diff. Mais si je le déplace, le calque, le rectangle numéro 2, si je le déplace, vous voyez, j'en ai bien deux. Là, je l'ai placé là. Si je veux revenir exactement au même endroit, petit commande Z, hop, il revient juste là. Commande Z, retour en arrière. Mais c'est génial ça. Ah, ouais. Pardon, j'ai encore mon micro. Non, non, t'inquiète, c'est cool. Ça m'encourage. Maintenant, si je veux faire ma petite croix, si je veux déformer mon objet, c'est simple. Commande T ou CTRL T. Le même outil qu'on a vu tout à l'heure pour resizer l'image, pour modifier le texte, pour le placer. Commande T, c'est l'outil qui vous permet d'augmenter, de déplacer, de mettre des rotations. Donc là, hop, mon petit commande T, et je vais chercher l'outil rotation qu'on a vu tout à l'heure, hop, et je fais ma petite croix. Et j'ai plus qu'à valider. Donc là, j'ai ma croix qui est en place. Elle est un peu grosse, ma croix, on est d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la redimensionner. Donc si je veux la redimensionner entièrement, il faut que je sélectionne mes deux calques. Là, par souci de propreté de mon espace, je vais les sélectionner toutes les deux avec le Shift et je vais faire un groupe. Commande G. Et je vais le renommer, je vais l'appeler croix. Et ensuite, toujours la même manip, commande T. Je vais revenir, hop, diminuer sa taille ou l'augmenter en fonction de ce que je veux. On va la diminuer comme ça. Et on va lui mettre une petite rotation, hop, un petit élément graphique à 45%. Et là, j'ai un élément, j'ai une citation, j'ai ma référence et j'ai un petit élément graphique qui vient décorer, on va dire, ma citation. Maintenant, je vais créer un autre groupe que je vais appeler hop, texte. Et je vais lui mettre une couleur et j'y touche plus. Comme ça, si je veux déplacer ma citation, tout mon groupe, avec ma référence et avec mon élément graphique, bouge ensemble. Et c'est toujours joint et les proportions restent les mêmes et les espaces restent les mêmes. Tu peux juste montrer ce qu'il y a dans le groupe texte que tu as mis? Dans le groupe texte, j'ai ma citation Ouais, et ta croix. et ma croix. Ok, merci. Et vous voyez que je peux mettre un groupe dans un groupe. Et je peux mettre un groupe dans un groupe dans un groupe et je peux faire ça à l'infini si j'ai envie. Il y a des choses qui peuvent être hyper complexes. Hop. Alors là, j'ai fait une bêtise. Tac. Bien ne pas se tromper dans ces groupes de calque. Tac, tac. Ça, je vire. Ça, je le mets là. Et ça, je l'enlève. Excusez-moi. Oui, Oui, pour les groupes, c'est plus pour travailler proprement, si j'ai bien compris. c'est pour travailler proprement. Tu vois ici, j'ai plusieurs éléments. J'ai déjà deux groupes. Si j'avais tout ouvert, je vais te montrer. Hop. Hop. Ça va bien se passer. Ah, c'est bon. C'est passé. Ça, je vais le supprimer. Tac. Tac, tac. 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 Tu vois, si j'enlève les couleurs, tu vois, c'est vite. Bon, voilà. Tu te dis vite, mince, je vais déplacer ici je vais déplacer la petite croix. Hop, il faut que je vienne zoomer, que je vienne choisir l'option, que je fasse des essais. Est-ce que c'est ça, machin? Tu vois, les calques, les groupes de calques, ça te permet de venir cleaner ton espace. Simplement, la croix dans un texte. Hop, et les réglages.
et les couleurs pour être propre. Et en fait, d'une part, ça te permet de cleaner ton espace, mais ça te permet aussi de déplacer les éléments et de les regrouper. Plutôt que si je n'avais pas eu ce groupe, il aurait fallu que je vienne sélectionner chaque élément à la main et que je les déplace ensemble, tu vois. Et ça peut être relou. Mais tu peux toujours le faire, parce que tu peux, dans ton groupe de calque, sélectionner juste le texte. Tu peux toujours. Mais là, l'objectif, hop, c'est que ce soit bien propre. Yes! Dernière petite astuce élément graphique, c'est le cadre. Donc pour faire un cadre, nous on a un format carré, donc en fait on va prendre une forme rectangulaire et on va créer un carré chaque côté de l'image. On va venir la placer exactement au bord. Donc commande T, on sélectionne les points et hop, on les place. Tac, tac, on valide. Là on a mis un carré que je vais appeler cadre. Sauf que moi, forcément, il est au-dessus de tout, donc il masque tout. Et moi, je veux seulement le contour. Donc, j'enlève le fond. Tu vois, j'ai enlevé le fond. Je peux mettre une autre couleur. Hein. Vous voyez les formes. Je peux leur mettre d'autres couleurs si je veux. Là, j'en veux pas. Je veux pas de fond. Par contre, je veux un contour. Je veux un contour blanc. Donc, je lui mets un contour blanc. Je lui mets une épaisseur. Pourquoi ça n'a pas marché? Très bonne question. Parce qu'il est vers l'extérieur. Ah, voilà. Alors, je vais vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai mis un contour de 20 points. Tac. Ce qui s'est passé juste avant, c'est qu'en fait, je peux définir où se situe mon contour. Je vais vous montrer comme ça. Là, mon contour, il est dans l'intérieur de ma forme. Je le vois parce que c'est symbolisé ici par les 4 points de la forme et le petit tracé blanc qui est dans ces 4 points. Donc, je sais que mon contour, il est, vous voyez, dans ma forme. Je peux soit la mettre en extérieur, vous voyez, elle est en extérieur de ma forme, ou soit par le centre. Hop là, soit par le centre. Vous voyez? Voilà, ça c'est bien de le savoir, parce qu'avant, je n'ai pas compris moi. Donc commande T, je place mon cadre, je peux régler son épaisseur. Et là, on a une petite citation simple, efficace, à balancer sur les réseaux. Là, on a mis une image d'un plan n'importe lequel, mais on aurait très bien pu mettre n'importe quelle autre image. Ça aurait pu être celle-ci. Hop. Alors, je vais vite, excusez-moi. Si je veux modifier l'image de fond, soit je fais fichier importer, soit je viens dans mon Finder, je sélectionne l'image, je clique et je la glisse. Hop. Et j'ai plus qu'à la redimensionner. Hop. Et je valide. Les réglages, bon, la luminosité n'est pas ouf. Forcément, l'image est très claire. Je la fonce. Ça peut être un exemple. Là, les deux images que je vous ai prises, honnêtement, elles sont hyper. Il y a beaucoup d'éléments, donc c'est pas facile de travailler dessus. Là, c'est un peu dégueulasse, je ne sais pas ce que c'est. Mais l'idéal, si on veut faire des choses juste texte-image, c'est d'avoir des choses avec très très peu de contraste, comme par exemple ce genre d'image. Vous voyez, là, j'ai un gros vide qui me permet de passer du texte sans éléments graphiques pour venir, en fait, ou sans retouche pour venir assombrir l'image. Donc là, c'est un petit tips que je vous propose. Pour vos prochaines créas, c'est des choses simples comme ceci. C'est très simple. Hein. J'ai un cadre, j'ai du texte, un petit élément graphique, quelques réglages couleurs et l'image. Là, on a déjà de quoi faire des citations. Là, on a un fond image. On peut très bien imaginer un fond de couleur, peu importe la couleur. Admettons, on veut un fond rose pastel. Du coup, il suffit de venir créer une forme. Je veux toujours le cadre. Je crée une forme carré pour remplir mon fond que je vais venir mettre rose. Hop, je vais enlever les réglages parce que je ne veux pas que les couleurs soient impactées. Par exemple, là, j'ai une citation sur une image hyper neutre qui a un fond de couleur. Je peux modifier la valeur si je veux que ce soit du rouge, si je veux que ce soit du bleu, assez facilement. Tac. Vous voyez, les réglages, je les ai masqués parce que forcément, ils s'appliquent au calque du dessous. Donc, la luminosité, elle s'applique et la teinte de saturation, elle s'applique. Là, je vais le passer en dessous. Vous voyez, ça ne s'applique plus. Donc là, c'est une autre manière de faire une citation. C'est avec un fond neutre, un fond de couleur unie. Les couleurs, vous pouvez les modifier. Il y a plusieurs possibilités. Soit on est uni, soit on peut mettre des dégradés. C'est aussi des possibilités. L'outil de dégradé, il est ici. Quand vous choisissez la couleur, ça vous êtes pleine couleur, soit dégradé. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faudra que vous essayiez.
Je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais voilà, c'est des possibilités. Donc là, j'ai mon carré qui est très très criard et très moche. Hop, un petit bleu de couleur neutre. Donc ça, c'est pour le placement d'image, le placement de texte, quelques bases de réglage et des éléments graphiques. Donc on a déjà vu pas mal de petites choses. Pour commencer, je vais essayer d'avancer, ajouter des éléments graphiques. Ça, c'est bon. OK. Alors, autre élément hyper important qu'il faut qu'on voie, c'est les masques d'écrêtage. Donc là, ça, je vais le fermer parce que ça, c'est bon. Hop. Je vais créer un groupe avec tout ça. Les masques d'écrêtage. Un masque d'écrêtage, c'est quoi? C'est deux calques dont l'un est imbriqué dans l'autre. Ça peut être un calque de forme, ça peut être un calque de texte, ça peut être même un calque de réglage. Tout à l'heure, c'était un peu ta question, Jean. C'était est-ce qu'on peut appliquer un réglage juste à une image? Oui, on peut le faire grâce au masque d'écrêtage. Et un masque d'écrêtage, c'est quelque chose qui dit toi, tu vas là-dedans ou toi, tu t'appliques qu'à ça. Si je devais vous le montrer de manière concrète, c'est hyper simple. Hein. De manière concrète, j'ai une forme, un carré, enfin, ce qui ressemble à un carré. Je passe au centre. Bam. Je vais importer mon image. Dans mon Finder, j'importe mon image. Hop. Forcément, priorité de calque, elle est au-dessus. Je ne vois plus mon carré. Et moi, maintenant, ce que je veux faire, c'est dire à mon image, toi, Madame Image, je vais l'appeler Madame Image, tu vas dans Monsieur Image. J'aime bien faire des illustrations comme ça. Hop. Tac. Je n'arrive pas à écrire, donc vous avez compris l'idée. Et pour faire ça, l'outil, c'est masque d'écrêtage. Plusieurs manières de le faire. Soit je clique droit et je fais créer un masque d'écrêtage. Mais moi, je n'aime pas chercher les outils, je préfère les raccourcis. Le raccourci, c'est j'appuie sur Alt. Je me mets entre les deux lignes qui séparent mes calques. Vous voyez, il y a une jonction là qui est un petit trait grisâtre, gris foncé. Je me mets entre les deux, j'appuie sur Alt et j'ai cette petite icône qui s'affiche. Ce petit carré avec la petite flèche. Et ça veut dire que je vais faire un masque d'écrêtage. Et si je clique, hop, il met mon image dans mon carré. Et l'avantage, c'est que l'image, elle existe toujours. Elle est toujours là. C'est juste que je lui ai dit, toi, tu es visible que là-dedans. Donc ça veut dire que si je déplace l'image, elle bouge dans le bloc qui est en dessous. Le bloc qui est en dessous, vu que là, je ne le déplace pas, vu que je déplace l'image, il va rester statique. Mais je peux faire l'inverse. Je peux dire que c'est mon image qui reste là et mon bloc, il peut bouger. Pour ça, je me suis placé sur le bon calque, le calque de bloc, le calque monsieur, et c'est lui que je déplace. Donc toujours bien se placer dans ces calques, parce que forcément, si on se place mal, on ne va pas bouger le bon. Donc ça, c'est le masque d'écrêtage, tout simple. Un masque d'écrêtage, ça peut être fait pour du texte. Hop, j'ai un texte que je vais mettre en capital, que je vais mettre en bien gros. Hop, je vais le mettre bien au centre. Tac, bien au centre. Bien au centre. J'importe mon image. Je la valide pour qu'elle rentre. Et hop, je fais mon petit masque d'écrêtage et elle vient dans mon texte. Vous voyez, l'image est dans le texte. Donc ça, c'est le masque d'écrêtage. Maintenant, pour répondre à ta question tout à l'heure, Jean, c'est ton moment. Je vais découper hop, en deux éléments, hop, en deux parties, cette chose. Je vais mettre la partie de droite qui sera l'image 1. Oh, pardon. Et la partie de gauche qui sera l'image 2. Hop. Donc là, j'ai deux images. Si je fais un calque de réglage de luminosité, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre de la luminosité sur mes deux images, forcément, parce que mes deux images sont en dessous. Tu vois? Hop, j'augmente les deux. Le problème, c'est que moi, je veux que mon calque de luminosité, il s'applique que sur l'image de gauche. L'image de gauche, elle se situe où? Elle se situe ici. Donc, du coup, par hiérarchie, je mets mon calque au-dessus de mon calque de réglage. Et ensuite, hop, dans mes propriétés de réglage, je joue que sur l'image là. Trop bien. Maintenant, je vais bouger l'autre calque,
la luminosité pardon, de notre calque. Donc, je vais faire la même manip. Je vais me mettre au-dessus. Je vais créer un réglage de luminosité et je vais venir le placer au-dessus. Et hop, je modifie sa valeur. Et qu'est-ce qui se passe? Je modifie les deux. Et ça, en fait, c'est dans la continuité de je suis au-dessus de tous mes calques. Donc, c'est là que le masque de d'écrêtage va rentrer un peu en compte et répond à ta question. C'est que je peux mettre mes réglages en masque d'écrêtage. Hop, et j'applique uniquement la luminosité sur le calque de droite. Donc, en fait, en effet, je peux appliquer des réglages que à une partie de l'image, que à des éléments ciblés grâce à ces fameux masques d'écrêtage. Donc voilà, on a vu les masques d'écrêtage. Il n'y a rien de plus compliqué, c'est hyper simple. Oui, Ok, du coup, j'ai super bien compris, merci. Pour faire le match d'écrétage, juste c'est quoi le raccourci clavier? J'ai noté, mais yes. Hop, j'ai mon calque. Hop, j'ai mon image. Hop. Le raccourci clavier, c'est tu te places entre les deux, tu appuies sur Alt, tu restes appuyé sur Alt, tu maintiens Alt enfoncé et tu cliques, tout simplement. Ok, Sur Apple. Alt sur Apple, moi je suis sur Apple, donc c'est Alt. Oula, très bonne question. T'as un nouveau Mac? Ouais, il n'y a pas écrit Alt. C'est Pas c'est option? option. C'est option, Option, ouais, hein. c'est option. Ouais, c'est Ok. option. Sur les nouvelles versions, c'est option. ouais, c'est bon. J'avance rapidement sur ça parce que du coup, il n'y a rien de plus compliqué. C'est toujours la même chose. Le masque d'écrêtage, c'est toi, tu vas dans toi. En gros, c'est ça. Si je vais simplifier le truc. Alors, ça, hop, je vais l'appeler Exo 1. On va dire. Ensuite, masque d'écrêtage, je vais l'appeler, hop, excusez-moi, hop, Exo 2. Commande G, Exo 2. Couleur rouge, couleur orange, tac. Maintenant, un autre outil qui est hyper important et c'est l'un des plus importants avec le masque d'écrêtage de Photoshop, ça s'appelle le masque de fusion. Et le masque de fusion, c'est en gros, on va effacer une partie d'une image. Je vous explique. J'ai cette personne qui est ici. J'ai du texte. Hop, qui est placé là, que je vais mettre en... Oups là, je me perds dans mes calques. Propriété, couleur, blanc, tac. Hop, hop, hop. Voilà, je le mets bien au centre. Je l'augmente. Je vais l'augmenter comme ça. Et en fait, ce que je veux faire, c'est toute la partie du E, je veux la faire passer derrière mon visage. Forcément, c'est une image qui n'a pas de transparence, donc je ne peux pas le faire comme ça facilement, il n'y a pas de moyen de le faire, autre que le masque de fusion. Et le masque de fusion, c'est un outil qui se trouve ici. Je n'ai pas de raccourci, il suffit de cliquer dessus, et je vais afficher cette petite cellule blanche qui est en fait mon masque de fusion. Et en fait, un masque de fusion, c'est un calque blanc, un calque entièrement blanc, qui est en fait l'image affichée. Quand c'est blanc, je vois. Quand c'est noir, je ne vois pas. Alors, je vous explique ça. L'objectif, c'est de venir peindre à la main les zones qu'on veut afficher ou masquer. Et on veut les peindre en noir. Donc, on va prendre un outil qui s'appelle l'outil pinceau, qui se trouve ici. Et le raccourci, c'est B. On prend l'outil pinceau. Attends, tu peux juste rappeler comment tu as fait ton masque de fusion? Yes. Masque de fusion, je suis ici sur mon texte. Je clique là, hop, sur le petit outil. J'ai juste à faire cliquer, hop, et le masque de fusion, il se met. Et il est symbolisé Merci. par ce calque blanc que vous pouvez voir. Cette vignette blanche, ce calque de fusion, ce masque de fusion, il se met sur le même calque. Il bouge avec, ils sont liés. On peut les délier, mais on ne va pas le faire. Ce n'est pas l'objectif. Donc du coup, je vais prendre mon outil de pinceau brush, mon pinceau qui est là. Et du coup, j'ai les options de pinceau
Quand je clique là-haut, je peux régler l'épaisseur. Vous voyez, hop, l'épaisseur. Je peux régler la dureté, c'est si c'est flou ou si c'est net, les arrondis. Là, j'ai une dureté à 0, là, j'ai une dureté à 100. Vous voyez, on voit les prévisualisations. Et vous avez plein de brushes différents. Donc ça à voir en fonction de ce que vous voulez faire. Mais nous, on va rester sur le brush principal, le brush, celui-ci, pour afficher ou masquer. Du coup, comme je vous le disais, en blanc, on affiche, en noir, on masque. Là, forcément, tout est blanc, donc je vois tout. L'objectif, c'est de venir effacer cette zone. Je viens zoomer, pour être précis, et je viens prendre mon outil de pinceau, et je viens modifier l'épaisseur. Pour modifier l'épaisseur, soit c'est là, soit clic droit, et j'arrive dans ce panneau qui est le même que l'autre là-haut. Et du coup, c'est au clic droit. Je viens modifier l'épaisseur, et je viens peindre en noir la zone que je vais effacer. Tout simplement. Je peux déborder, c'est pas grave. Là, l'objectif, c'est d'effacer grossièrement la zone que je veux conserver ou effacer. Donc, vous voyez, là, on voit qu'il y a du noir qui s'est appliqué sur ma vignette. Vous voyez, le noir, il est là. Maintenant, l'objectif, c'est de venir préciser le dessin. Et pour ce faire, eh ben, il faut être précis. Donc, on va réduire la taille de notre pinceau. On va passer en blanc, parce que si je reste en noir, bah forcément, je ne vois pas. Donc, l'objectif, c'est de passer en blanc. Le raccourci, c'est X. Vous voyez ici, j'intervertis les couleurs. Sinon, vous pouvez cliquer sur la petite flèche. Il le fait pour vous. Mais X, c'est pratique, parce qu'on peut facilement venir, hop, on peint, X, on revient en arrière. X, hop, je reviens en arrière, avant, arrière. Je peux venir comme ça, hop, X, afficher ou masquer avec l'outil pinceau. Dis-moi. Ouais. Une autre couleur que noir et blanc, ça fait. Tu peux pas. Tu peux pas. Quand tu es dans l'outil de masque de fusion, il va te mettre du gris. Et du coup, gris, il va t'afficher, il va te masquer. C'est l'opacité en fait. Ça va être plus opaque ou moins opaque. Globalement, tu peux pas le faire en couleur. Ce sera noir et blanc ou gris. Mais en général, quand on veut faire ça, on fait que du noir et blanc. Donc là, en fait, il n'y a pas de secret, il faut être précis. Et c'est pour ça que je vous dis que la souris, c'est le minimum. Parce qu'en fait, si vous faites ça au trackpad, moi, j'aime pas bosser au trackpad, donc du coup, je ne le recommande pas. Mais la souris, c'est le minimum. Sinon, tablette graphique, parce que tablette graphique, je peux vraiment venir dessiner avec précision. Là, je vais prendre un pinceau dur. Avec précision, hop, les contours de mon oreille ici, de ma joue, hop, ici, tac, tac. Là, je suis en pinceau dur, hein, donc dur 100%. Avec précision, hop, tac, tac, tac. Bon, les cheveux, je ne vais pas les faire parce que c'est un peu pénible. Là, forcément, ça devient plus fin et ma brosse devient un peu épaisse, donc je la réduis. Là, on n'a pas le choix, il faut zoomer, il faut se plisser les yeux, il faut mettre des petits pinceaux, hop, et on vient affiner notre tracé. Si on dépasse, ce n'est pas grave, on peut venir toujours avec X, on passe en noir. Donc là, il y a un vrai jeu où il faut jongler entre le X, entre le noir et le blanc, pour venir dessiner, sculpter en fait ce qu'on veut afficher. Et vous voyez que là, j'ai affiché ou masqué du texte. Le T et le X, si je veux l'enlever complètement, je prends un gros pinceau et je me mets en noir et hop, je l'enlève. L'avantage de ça, c'est déjà d'une part qu'on peut faire passer des éléments derrière d'autres éléments. Je ne sais pas si tu te souviens, Clément, la semaine dernière, tu m'avais montré, on avait vu des poissons et un cadre. Ah ouais, exact. Alors, en fait, c'est exactement la même technique. Un cadre, hop, du coup, c'est une forme. Hop, excusez-moi. C'est une forme avec un contour. Je mets mon masque de fusion et je viens, hop, avec mon outil de pinceau, effacer une zone. Hop. Voilà. Tout simplement, le masque de fusion. Et là, on l'a fait sur un calque, mais ça, on peut le faire sur à peu près tout, en fait. Toutes les images, on peut afficher, masquer. C'est aussi comme ça. Alors là, c'est les prémices du détourage. Je suis un peu deck parce que j'avais prévu plein de trucs, mais là, je vois qu'on arrive bientôt à l'heure, donc du coup, je ne vais pas pouvoir tout faire, mais je déborderai aussi là-dessus sur la prochaine. Mais ça, c'est les prémices du détourage. Parce que si j'applique cette technique à mon personnage, en fait, je peux venir le détourer. Je peux enlever son fond. Vous voyez? Donc, et tout ça, en fait, ça se fait de cette manière. Donc là, le masque de fusion,
c'est un des outils hyper importants de Photoshop qui permet énormément de choses. Si maintenant je suis sur cette image-là qu'on avait tout à l'heure, pareil, j'ai mon texte, tac, 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 j'ai mon texte. Je veux que mon texte, il passe sous le pont, là, pardon, sous le pont. Toujours la même manip. Je zoome et je viens effacer, hop, avec précision. Toujours, je viens dessiner. Photoshop, c'est du dessin, hein. En vrai, il faut venir avec précision. Tac, Noir, blanc, ouais. noir, blanc. Et en fait, on peut se faire des petits kiffs. On peut se faire des jeux devant, derrière. Il y a pas mal de petits trucs sympas à faire avec des citations, jouer avec le décor, jouer avec les formes. On peut faire pas mal de choses. Hop, là, je vais enlever la barre du T. Hop, tac, tac, tac. Donc, je rappelle, hein, noir, je masque et blanc, j'affiche. Tac. Et ici, je vais enlever, hop, toute la zone qui passe sur le pont. Hop. Et comme ça, en fait, ouais, dis-moi. De toute façon, ça existe toujours, la baguette magique. On ne peut pas l'utiliser pour ça. Tu peux utiliser la baguette magique, mais ça te fait faire des étapes en plus. Je pourrais vous le montrer la prochaine fois, mais moi, je n'utilise pas trop la baguette magique parce que c'est pas précis. C'est pas ultra précis, c'est un peu, je trouve que c'est un peu. Donc, dans tout ce qui est fusion, c'est plus le pinceau alors. Alors, le pinceau, de toute façon, tu es obligé de passer par le pinceau ou par de la colorimétrie noir ou blanc. Ça peut être, par exemple, créer une forme, une sélection, avec l'outil de sélection. Alors, je vais refaire ça, je vais dupliquer ça. Attendez, hop, je duplique mon calque de texte, j'enlève le masque de fusion. Donc, je peux avoir une sélection qui est symbolisée par ça, par cette surbrillance qui clignote. Pour désélectionner, commande D ou option D. Et je peux très bien cliquer directement sur l'option. Et il va me faire ça, noir et blanc. Et après, il faut que j'intervertive. Alors là, ça devient technique, c'est pour ça que je ne voulais pas trop en parler. Il faut intervertir, donc il y a une manip en plus. Je pense que là, il vaut mieux rester simple à notre niveau et se focaliser sur le pinceau. Sur le pinceau qui est la manière la plus simple et la plus rapide et qui fonctionne très bien et qui est la technique pour faire ce genre de choses. Là, ce que je vous montre là, c'est des options qui ne sont pas essentielles sur Photoshop dans un premier temps. Mais le lasso s'utilise, en effet. Moi, je ne l'utilise pas parce qu'en fait, le lasso, c'est un calcul mathématique de l'environnement. D'ailleurs, c'est baguette magique. De l'environnement. Et en fait, il n'est pas toujours précis. Il n'est pas toujours précis. Hop. Alors ici, il faut se placer sur le bon calque. Hop. Tu vois, là, je le fais. Mais en fait, il me prend ça. Donc, il faut que je vienne affiner. Il ne me prend pas toujours ce que je veux. Ça peut être utilisé, mais ce n'est pas très précis. Si on voulait faire une sélection comme ça, je préfère faire l'outil plume. L'outil plume, on en parlera la prochaine fois, parce qu'il faut que je rentre vraiment dans le détail dedans. Je préfère faire des sélections à la plume plutôt que des sélections au lasso, à la baguette magique. Je vais revenir là-dessus pour finaliser ça. Donc là, on a notre texte qui passe devant, derrière. Donc là, un petit tips un peu créa que je vous propose, c'est de créer des ombres sur notre image. Et pour créer des ombres, c'est tout simple. On va créer un nouveau calque. Ça, c'est l'étape 1. Pour créer un nouveau calque, on appuie ici, en bas à droite, sur l'objet Nouveau calque. Donc, vous voyez, j'ai créé un nouveau calque. Ça, je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. J'ai un nouveau calque. Une ombre, c'est quoi? C'est une réflexion sombre d'un objet. Du coup, pour faire cette réflexion, je vais prendre mon outil de pinceau, donc brush, le B. Je vais mettre quelque chose d'assez doux. Je vais augmenter la taille. Et je vais décider de peindre en noir. Là, je ne suis plus dans mes masques de fusion. Hein. Je suis dans un nouveau calque. Donc, je pourrais peindre en vert ou en couleur qui est ici. Moi, je veux peindre en noir. Donc, Comment tu as rajouté un calque vide? J'ai rajouté un calque vide. Comment tu as fait? J'ai cliqué ici en bas à droite. Ok, hop, j'ai créé un calque. J'ai pris l'outil de pinceau, donc l'outil B. J'ai réglé la taille, la taille qui est celle-ci, et j'ai mis une couleur noire. Et une dureté à 0. Jusque-là, rien de compliqué. L'objectif, c'est de faire une petite ombre pour dire « Ah, le pont, il passe au-dessus ». Je me place sur mon calque, mon nouveau calque que j'ai créé, et je viens dessiner la fameuse ombre.
Problématique, c'est que là, l'ombre, elle s'applique sur tout. Du coup, Jean, je te pose la question, comment faire pour que mon ombre s'applique uniquement sur le texte? Et là, tu me réponds, c'est très simple, il faut mettre un masque d'écrêtage. Et moi, je te dirais, bien joué, Jean, faisons un masque d'écrêtage. Et pour faire un masque d'écrêtage, vous vous souvenez, Alt, on clique. Et là, j'ai ma petite ombre qui s'applique. Je peux faire ça sur toutes les zones ciblées qui sont en dessous de mon calque, de mon pont, pardon. Hop. Si c'est trop fort, j'ai un outil qui s'appelle l'outil gomme. L'outil gomme, le raccourci, c'est E, ou alors il est ici. Et l'outil gomme, c'est comme l'outil pinceau. C'est aussi une brush, il fonctionne de la même manière, c'est juste qu'il efface. Et du coup, pour régler la taille, là, il est très gros, j'ai juste à faire clic droit, je règle la taille, et je viens cliquer pour effacer ce que je veux effacer. Et si vous vous dites, ah, mais c'est encore très fort, j'aime pas trop, c'est beaucoup trop fort, il y a un outil qui s'appelle l'opacité de calque, qui se trouve ici. Dans mon panneau de calque, j'ai l'opacité, et je peux venir, hop, adoucir ou pas un calque. Donc là, ça fonctionne sur une ombre. Vous voyez, je le fais de plus en plus léger pour que j'ai quand même l'impression d'avoir comment dire, j'ai pas le terme, personne ne peut m'aider. Cette profondeur, voilà, la profondeur qui est là, que je peux venir intensifier ou pas. Après, bien sûr, là, on voit que l'ombre, elle n'est pas très belle. Elle est un peu épaisse. Je peux toujours venir affiner. Grâce à la gomme, je peux venir affiner mes ombres. Donc ça, c'est des petits tips pour vos créas qui peuvent être sympas si vous voulez mettre en avant des textes, finalement, dans votre décor. Et là, du coup, si j'affiche ou je masque, vous voyez, il y a une vraie différence. Ça crée de la profondeur, ça crée de la vie, ça crée du dynamisme. C'est vachement plus cool. Donc ça, c'est un petit tip que je vous propose. Régler l'opacité, créer des petites ombres, hop, créer des calques pour que tout se balade ensemble. Donc forcément, là, si je bouge mon calque, le masque de fusion va bouger avec. Donc ça va dépasser dans mon décor et il faudra être attentif. C'est vrai que quand on place un masque de fusion, ça veut dire qu'on est déjà arrêté sur ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut obtenir. Parce que sinon, ça devient compliqué après de modifier un groupe de calque avec un masque de fusion. Forcément, parce que si le fond ne bouge pas, ça va rester en place. Si je veux que ça reste ensemble, je peux tout bouger, mais je suis obligé de bouger le fond avec. Voilà. Est-ce qu'il y a une question sur ça, sur le masque de fusion? Je suis passé un peu vite dessus, je suis désolé, mais il n'est pas si compliqué que ça à comprendre, il faut juste pratiquer et le mettre en main. Et un masque de fusion, ça s'applique vraiment sur tout. Ça s'applique sur une photo. Hop, vous voyez, là, je suis pas en noir, j'efface la photo. Si je mets le fond derrière, vous voyez, je vois ce qu'il y avait derrière. Ça peut s'appliquer sur des formes, ça peut s'appliquer sur des groupes aussi. Je peux appliquer sur un groupe un masque de fusion. Vous voyez, là, j'efface. Ça peut s'appliquer sur des calques de réglage aussi. Si je veux, admettons, alors sur les calques de réglage, par défaut, il le met d'office. Donc vous l'avez déjà dessus. Il suffit de venir peindre sur les zones. Et du coup, je peux enlever, hop, le réglage grâce au calque de fusion, grâce à ce masque de fusion. Et ça, c'est hyper intéressant quand on veut assombrir juste une zone de l'image. Par exemple, là, j'ai assombri toute mon image, mais si je voulais assombrir juste l'endroit où se trouve le texte, alors, c'est l'inverse. Il faut donc tout mettre en noir. Je veux tout effacer. Pour mettre tout en noir, voilà, je vais aller vite. J'ai fait commande I ou option I ou contrôle I, selon vos versions d'ordi. Et ça intervertit en fait ici la vignette. Donc moi, je passe tout en noir et je dis juste à mon masque de fusion, tout ça, tu vas le mettre, hop, tu vas appliquer le réglage dessus grâce au masque de fusion. Alors forcément, c'est pas beau parce que ça fait des trucs bizarres, mais il y a des photos où ça peut fonctionner. Par exemple, je ne sais pas si vous avez tous vu l'image en noir et blanc de Londres avec la cabine téléphonique ou les taxis à New York qui sont jaunes et tout est en gris. Et bien en fait, ce qui a été fait, c'est que le mec, il a passé toute son image en noir et blanc et il a, grâce au masque de fusion, il a enlevé le noir et blanc d'une partie de l'image. Entre autres, le taxi ou les cabines téléphoniques. Vous voyez de quoi je parle comme image? Je vais prendre ça pour un oui. Et- Tu vois pas? Alors, taxi, je mets taxi, noir et blanc, jaune. J'espère que je vais trouver un truc. Voilà ça.
Là, l'image, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été prise en couleur, forcément. Elle a été mise en noir et blanc. Ensuite, il y a un réglage, donc le réglage de noir et blanc qui a été appliqué sur toute l'image. Et ensuite, il y a un masque de fusion qui a été appliqué uniquement sur le taxi pour enlever en fait, le noir et blanc de cette zone de taxi. Ce qui fait qu'on a le fond en noir et blanc et le taxi en couleur. Donc là, c'est un exemple de traitement de masque de fusion sur des réglages. Donc ça, c'était pour vous dire qu'en fait, les masques de fusion et les masques d'écrêtage, c'est les deux outils indispensables et essentiels sur Photoshop. Et rien qu'avec ça, vous êtes capable de faire énormément de choses. Maintenant, si je reviens sur Pinterest et que je prends des créas, peu importe, je vais aller dans mes tableaux, je vais aller dans quoi je vais aller dans quoi je vais aller, dans graphisme éventuellement. Paf, paf, paf. Bon, c'est un peu naze, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le personnage qui a été importé, il a été détouré par un masque de fusion. Il y a le logo Nike qui a été mis probablement devant et qui a été détouré avec un masque de fusion. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qu'après on peut faire grâce au masque de fusion. Ce genre de choses. Si je devais montrer un masque d'écrêtage, est-ce que je peux en trouver? Bon, ça peut être des choses qui ont été écrétées. On a mis un carré et on a mis dans ce carré, on a mis l'image. Après, cette forme-là, soit c'est le personnage qui a été détouré et ils l'ont placé. En tout cas, le carré là, on voit bien qu'il y a une image qui est dedans et le fond qui est différent. Donc, du coup, on a bien mis une image dans un fond. Ça, c'est un exemple. C'est pour ça que c'est hyper important et c'est pour ça que pour moi, la première session était essentielle de faire ce travail d'inspiration et de décomposition d'image. C'était de comprendre en fait l'image. C'est essentiel pour faire de la créa. Ça, en vrai, ça semble compliqué. En fait, c'est hyper simple. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait l'image des deux colonnes avec la petite fille qui jouait sûrement, ou pas forcément. Mais en tout cas, on avait cette image. On a enlevé, grâce au masque de fusion, on a enlevé toute l'image au centre et on a mis l'image de la Terre derrière qu'on a augmenté. Et ensuite, on a fait des retouches couleurs. Tout ça, c'est du travail de colorimétrie. Mais techniquement, ça, avec les outils qu'on vient de voir, vous êtes capable de le faire. Ça, techniquement, vous savez le faire. Ça, techniquement, vous savez le faire maintenant. C'est un personnage qui a été détouré par un masque de fusion. Alors après, il y a différentes techniques de détourage, mais c'est toujours le masque de fusion pour faire du détourage, mais il y a différentes techniques pour affiner en fait la précision. Mais du coup, c'est toujours la même chose. C'est un personnage qui est sur une autre image, qu'on a détouré par le masque de fusion et qu'on est venu poser sur une autre image et qu'on a incrusté avec des couleurs, on a fait des traitements colorimétriques. Donc, toutes ces choses-là sont des choses que maintenant, théoriquement, vous êtes capable de faire, mais qui forcément passent par le regard, passent par l'inspiration, passent par la culture créative et graphique et par l'idée surtout. Ça aussi, vous êtes capable plus ou moins de le faire. C'est plein de petits blocs d'images qui ont été superposés, placés à des endroits et ensuite, on a incrusté des photos dans chaque bloc de manière indépendante. Et après, il y a des ombres qui ont été rajoutées, par exemple ici. Ces ombres, elles ont été rajoutées. On peut rajouter ces ombres grâce à l'outil de pinceau qu'on a vu ensemble. Donc ça, finalement, ça peut sembler complexe, mais finalement, c'est très simple à faire. Là, la complexité, c'est réussir à trouver les photos pour faire la composition. C'est ça le plus compliqué. Mais après, créer le design, c'est très simple. Donc, ce à quoi je voulais vous sensibiliser la dernière fois, c'est qu'en fait, le plus compliqué, ce n'est pas la technique. Le plus compliqué, c'est vraiment l'idée et comprendre comment on fait les choses. Et pour réussir à comprendre comment on fait les choses, c'est hyper important de bien décortiquer les inspirations. Et ensuite, forcément, on va commencer par des choses simples. Et ensuite, on va complexifier les choses au fur et à mesure qu'on maîtrise la technique. Mais c'est toujours la même chose. Ici, c'est des formes qui ont été faites avec un outil qu'on verra la prochaine fois, qui est l'outil plume. C'est des formes un peu découpées dans lesquelles on a incrusté l'image ou alors on a incrusté de la couleur, etc., etc. Et on joue sur les calques. Et ça, on a mis en priorité, ça, on a mis en secondaire, ou alors on a mis le texte ici en incrustation. Alors oui, ça, je ne vous l'ai pas forcément dit, mais je pense que ça me semblait un peu évident, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. On peut incruster plusieurs choses. Par exemple, hop, j'ai incrusté une image ici, mais je peux aussi faire une deuxième incrustation de l'autre image. Vous voyez? En fait, l'incrustation, c'est illimité. Et forcément, l'incrustation,
elle ne va pas se faire sur l'image là, elle va se faire sur l'image mère. Ça, on considère que c'est le calque mère. Et ça, c'est le calque enfant. Enfant 1, hop, enfant 2. Et on peut faire autant d'incrustations qu'on le veut. Donc ça, c'est les masques d'éclaitage et les masques de fusion qu'on vient de voir. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Alors, je suis désolé, j'ai perdu énormément de temps. J'avais beaucoup plus de choses en tête. Et je me rends compte que finalement, c'est hyper dense. Il y a encore pas mal de choses qu'on verra sur la prochaine session. Mais il ne reste plus grand-chose. Il reste du détourage, c'est super, avec l'outil plume. Les outils pour nettoyer des images, enlever des boutons, enlever des éléments dans le ciel, par exemple. Et la dernière chose qu'on verra, c'est les exports. Donc là, on a vu quand même pas mal de choses. On a encore deux gros sujets que j'aimerais aborder. Et ensuite, on pourra passer vraiment à de la pratique plus concrète sur la fin de la prochaine session. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais vous donner les premiers exercices pour la prochaine fois. Ouais, j'allais demander s'il y a des devoirs pour la semaine prochaine, monsieur. Yes, il y a des devoirs. Oui, dis-moi. Oui, c'est par rapport au calque 0. En fin de compte, le calque 0, donc c'est la page de fond. Et au début, vous avez dit que vous ne mettez pas l'image même au début. Je voulais savoir pourquoi. Vous n'ouvrez jamais l'image au début, vous mettez un calque 0. Ah oui. En fait, j'ouvre. En fait, c'est pas vrai. C'est pas que j'ouvre jamais l'image. Le problème, c'est que si jamais je travaille sur l'image de base, je vais la modifier. Je vais la modifier dans sa source même. Et du coup, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux la modifier dans un espace de travail. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu faisais une omelette dans la boîte de l'œuf. Tu vois? C'est comme si tu mettais la pizza dans l'emballage, dans le four directement, et que tu n'enlevais pas. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux avec des images, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Si, j'ai compris. Là, en fait, là où tu veux travailler, c'est ton espace de travail. Donc, tu mets ton image dans ton espace de travail. Les exercices pour la semaine prochaine, c'est grâce aux différentes inspirations, citations que vous avez trouvées, je l'espère, la semaine dernière, c'est de faire quelques citations simplement avec des textes, des fonds d'image, commencer à retravailler un peu les couleurs, commencer à utiliser les masques d'éclaitage et les masques de fusion, mettre en pratique les différents outils qu'on vient de voir. Ça peut être du texte fictif, pour moi ça c'est pas le plus important. Je serai attentif aux images que vous allez choisir, je serai attentif aux couleurs et voilà, et éventuellement aux polices d'écriture. Donc les deux exercices que je vous donne là pour la prochaine fois, c'est de faire 10 citations, 10 citations Facebook. Je vous donne pas plus d'infos, vous n'aviez qu'à écouter sur les réglages et sur les formats. De toute façon, vous aurez le fichier, donc vous pouvez revoir. Donc 10 citations Facebook. Allez, petite astuce, c'est pour le web. Ça commence par 60, ça finit par 12. Finesse, je rigole tout seul à mes blagues, c'est triste. Ah, finesse. Merci, je vous vois rire aussi. Donc du coup, 10 citations Facebook, simple, mais on essaie de mettre les outils qu'on vient de voir. Ensuite, l'autre exercice que je vous propose, c'est de me faire 10 associations de police d'écriture. 10 associations de police d'écriture. Quand je parle d'association, je vous dis le terme association, c'est pour que vous puissiez chercher sur Pinterest, vous tapez association police d'écriture, vous allez vite comprendre. C'est en fait quelle police d'écriture fonctionne avec quelle police d'écriture. Ça vous permettra de voir un petit peu ce qui existe, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Moi, je sais, donc je vous le dirai, mais je veux que vous le voyez par vous-même. J'ai deux questions. Ouais. La première, est-ce que tu as, un tuto, tu peux nous expliquer comment on trouve des polices et on peut les télécharger pour mettre dans Photoshop? Et deuxième question, si tu as, un book, une ressource pour donner des idées de… Parce qu'en fait, quand je cherche des polices, il y en a 100 000, 690 000, 60 000, 39 là. Et du coup, je suis paumé dans tellement de trucs. Alors que s'il y a plusieurs trucs, je me dis, dans cette image, ça va bien et c'est cette police. Et du coup, c'est… Voilà. Ok. Alors, ce que je t'invite, je vais vous donner les sites si vous voulez prendre des notes.
Alors, j'ai d'abord noté l'exercice. C'est faire 10 associations de police d'écriture. Alors, des sites de police d'écriture. Vous en avez plusieurs. Les gratuits, c'est Dafont. D-A-F-O-N-T. Je répète, D-A-F-O-N-T. Vous avez Google Font. Google, G-O-O-G-L-E, espace Font, F-O-N-T. Ça, c'est des gratuits. Sinon, vous avez MyFont, que j'utilise beaucoup, mais là, c'est que des typos payantes. Et vous pouvez les avoir en prévisualisation. Donc, MyFont. MyFont. Tac, tac, tac. Et ces trois-là suffisent largement pour débuter. Ensuite, pour savoir le nom des polices d'écriture, ou le type, bah là, le problème, c'est que c'est de la pure théorie. Donc, je vais essayer de vous trouver, de vous envoyer ça tout à l'heure, un PDF ou quelque chose que je pourrais vous trouver qui vous explique ça. Mais en fait, c'est une page Wikipédia sûrement que ça doit avoir. Mais ça, c'est de la pure théorie. Il faut juste le savoir et l'apprendre. Je pourrais passer 2 heures là-dessus à vous expliquer. Mais je vous enverrai un petit document là-dessus. Je vais essayer de trouver ça. Je me le note. Document sur les différentes fontes. Moi, j'envoie juste un message. Hop, non, on vient. Hop, excusez-moi, tac, tac. Donc ça, c'est les polices d'écriture. Et le dernier exercice, c'est 10 palettes de couleurs. C'est-à-dire 10 palettes de couleurs, je veux 5 couleurs par palette qui vont ensemble. Alors, si je reformule, une palette de couleurs, c'est l'association de couleurs. Et une palette, je veux 5 couleurs. C'est-à-dire qu'en gros, je veux 50 couleurs. Mais je veux que chaque palette soit différente et aille ensemble. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je prends palette de couleurs de la France, c'est bleu, blanc, rouge. Bon, là, j'en ai que 3 par définition, mais vous voyez l'idée. Là, l'objectif, c'est d'avoir 10 palettes de couleurs différentes, histoire de commencer à essayer de faire des associations de couleurs, voir ce qui fonctionne ensemble. Pour faire ça, l'outil de base, Dribbble, vous vous souvenez, pour voir les couleurs qui vont ensemble. Pinterest, pour voir les inspirations, voir les couleurs qui vont ensemble. Et du coup, ce que je veux que vous puissiez me fournir, c'est les codes couleurs CMJN, RVB et hexadécimal de chaque couleur. Allez, de une couleur par palette. Hexadécimal, c'est les chiffres. Si vous regardez la vidéo, vous verrez, à un moment, j'ai parlé de comment trouver les couleurs. Avec l'outil pipette, hop, on clique, machin, ça vous savez faire. Si vous voulez trouver des couleurs depuis une inspi, depuis une couleur depuis l'inspi, ce que vous pouvez faire, c'est faire une capture d'écran de votre inspi, vous l'importez dans Photoshop et vous prenez l'outil pipette. Ça, c'est un petit tips. Voilà. On s'est tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Une question, Ben, pour les couleurs. Est-ce que tu veux 5 couleurs vraiment différentes ou bien il peut y avoir des nuances d'une même couleur? Ça peut être des nuances. Hein. Tu peux me proposer les deux. Ça marche, merci. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup d'infos. Je sais que c'est un gros morceau Photoshop. Ça peut faire peur, mais après, c'est assez simple en fait. C'est tout le temps les mêmes outils, c'est tout le temps la même chose. Il suffit de pratiquer, mais une fois que vous comprendrez à quoi sert quoi, ça va aller vite. Je voulais savoir si vous avez des tutos à des liens de tutos à nous donner pour compléter le groupe, le cours, après, même après le cours. Ouais, je vais essayer de vous en trouver. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est sur YouTube. Quand vous avez un outil que vous voulez développer, approfondir, vous tapez le nom de l'outil sur YouTube et vous pouvez y avoir accès facilement. Il y a plein de choses. YouTube, c'est un outil incroyable et moi, j'ai pas honte de le dire que j'utilise encore vachement pour apprendre de nouvelles techniques ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et quelle souris vous utilisez? Parce que vous avez dit que vous utilisez moi, pas j'ai la souris Mac. J'avoue qu'elle est hyper nulle. Franchement, c'est pas pratique. Le fait de pas avoir de molette, ça m'embête de ouf. Au début, j'avais des tendinites tous les jours parce que, je sais pas, je trouve que le toucher, il est pas incroyable.
Avant, j'avais une petite souris toute simple, une petite souris Logitech avec une roulette. Alors, elle était un peu petite, mais alors oui, j'ai du vernis, posez pas la question, c'est un délire. Toute simple et ça marchait très bien. Mais la souris Apple n'est pas exceptionnelle, donc je la recommande pas. Sinon, les grosses souris de gamer, elles sont pas mal aussi, mais elles sont grosses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas compris la forme de rendu. Genre, comment on fait les 10 associations de police d'écriture et les 10 palettes de couleurs? Juste, on prend un fichier, on écrit les noms et tout? Bah non, tu peux faire sur Photoshop. Tu peux créer des carrés avec les couleurs et tu me les présentes bien. Ok, ok. Et du coup, quand À tu vous dis d'être 10 créatif. palettes de quand tu dis 10 palettes de couleurs avec 5 couleurs par palette, ça veut dire qu'on prend une palette et à chaque fois on met 5 couleurs qui vont bien ensemble. On peut pas faire genre 2 associations de couleurs pour une palette. Je vais vous montrer. Ok, merci. Par exemple, voilà, je vais faire une palette qui n'a rien à voir, hein. Je vais faire très random. En gros, ce que vous pouvez me faire, c'est vous allez me faire un petit truc bien joli présenté. Vous allez l'appeler palette 1. Hop. Hop. Vous allez me mettre 5 carrés. Là, je duplique, hein, c'est commande J, simplement. Hop. Donc là, j'ai mes 5 carrés. Alors, tac. Tac. Je les mets bien au centre pour que ce soit bien joli. Hop. Et du coup, je vais dire que bah, ma couleur numéro 1, ce sera, admettons, ce vert. Ma couleur numéro 2, ce sera, j'en sais rien, je fais des bêtises, hein. Ce sera ça. Ce sera ça. Alors, ça peut paraître bête, hein, mais si d'un coup, je mets ça, bon, cette palette, vous la trouvez belle ou pas? Non. Après, c'est objectif, hein. Moi, je la trouve pas belle. Mais ça fonctionne pas trop parce que j'ai des couleurs un peu ternes, j'ai des couleurs très vives. Il n'y a pas grand-chose qui ressort. Ça manque peut-être de rouge, ça manque peut-être de violet. Là, l'objectif, c'est vraiment de créer des palettes. Et pour faire ça, bah, il faut s'inspirer. Donc, toujours obligé de s'inspirer. Toujours obligé de s'inspirer pour voir bah, les couleurs qui fonctionnent ensemble. Et ça va vous forcer, en fait, à comprendre quelles sont les couleurs qui marchent ensemble. Je sais, par exemple, qu'un vert et un rouge, c'est des couleurs qui sont opposées. Du coup, ça marche pas trop ensemble. Un vert et un rouge, c'est hyper dur parce que c'est des couleurs fortes. Donc, ou alors, il faut trouver des variations, des teintes, des variations de teintes pour les associer. Donc là, l'objectif, c'est de déguiser votre regard, d'une part, à la police d'écriture en faisant ce travail de palette de police, et ensuite, d'autre part, en faisant ce travail, déguiser votre regard à la couleur. Voilà, toujours dans l'inspiration. Ça va pour vous? S'il n'y a plus de questions, eh ben, je vous libère et Est-ce je vous qu'on pourrait souhaite revenir peut-être la semaine prochaine sur des influenceurs? sur des... Influenceurs. Ouais, pas de problème. Tu veux Parce voir que quoi? j'ai du mal à bien saisir par quel bout prendre les choses. Alors attends, est-ce que tu peux formuler ta question? Euh, Dans un des exercices pour aujourd'hui, c'était de trouver des influenceurs dans notre domaine. Ouais. Mais j'ai du mal, il y a quelque chose que j'arrive pas à bien saisir. Et c'est quoi, par exemple? T'arrives pas tu sais pas qui chercher? Voilà, comment Ok. trouver un influenceur? Ouais. Yes. Alors ça passe par une étude de l'inspiration. Par exemple, tu vas aller sur Behance. Tu te souviens, j'en avais parlé. Tu vas aller sur Behance et tu vas commencer à aimer des œuvres, des artistes. Tu vas dire, putain, c'est sympa ça, j'aime bien ce qu'il fait. Ou j'aime bien ce design. Tu vas commencer à regarder un peu ce qu'il fait et tu vas voir que finalement, bah, tu aimes trop son travail, tu vois. Et tu vas commencer à suivre. Tu vas le suivre sur les réseaux, tu vas suivre son travail, tu vas dire, bah, tiens, c'est cool, j'aime bien son univers graphique. Bah, ça va être quelque part un influenceur. Alors, ce n'est pas forcément le terme un peu mainstream qu'on entend à la télé, télé-réalité, influenceur, machin, mais c'est plus quelqu'un qui va influencer ta démarche créative, tu vois, et qui va être une référence ou une inspiration dans ton travail. Donc, c'est en fait réussir à tout doucement à se créer des noms, des visages, des personnes à suivre sur les réseaux sociaux ou sur les différentes plateformes d'inspiration parce que tu aimes bien son travail, tu as envie d'approfondir ce qu'il fait.
Par exemple, dans la peinture, admettons, Picasso, c'est un influenceur. Ou Michel-Ange, ou je sais pas, Léonard de Vinci, c'était des influenceurs, tu vois. C'est des mecs qui ont influencé des gens, parce qu'ils ont inspiré. Ça peut être un influenceur, hein. Si tu me dis que tu kiffes la peinture et que tu es influencé par, je sais pas quel peintre, ça, pour moi, ça rentre dans la catégorie influenceur. En fait, là, l'objectif, à travers ce mot influenceur, c'est juste d'avoir d'autres sources d'inspiration autres que uniquement un feed, parce que souvent un feed, tu vas avoir plein de choses différentes, mais pas d'unité. Tandis que si tu vas sur un influenceur, tu vas avoir plein de choses, mais qui ont un univers. Tu vois, le mec, il va être dans son univers, donc du coup, tu vas voir comment le gars, il arrive à créer un univers graphique avec son style. Et ça, c'est quand même bien aussi d'être capable de créer des univers, des cohérences dans les designs. Donc c'est ça aussi l'objectif des influenceurs pour moi. Est-ce que c'est clair ou tu veux que je développe? Ouais, un peu plus. Ok, cool. Yes. Est-ce qu'on est tout bon? Même les 10 associations de police d'écriture, on peut les faire directement dans les 10 citations Facebook. Oui, ouais, ça peut être une idée, ouais. Ça peut le faire. Ok. Souvent, en fait, tu vas avoir la citation et tu vas avoir la référence dans une autre police d'écriture, Yes. Nice. histoire de donner un peu de relief et de dynamisme à ton texte. Ok. Voilà, voilà. Top. Donc, bon, merci pour votre attention. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez appris plein de choses. Et j'espère que je n'ai pas été trop rapide. À la fin, c'était. À la fin, j'ai speedé parce qu'il fallait absolument que je parle des masques de fusion. C'était les moments où c'était chaud et wow. Mais en plus, c'est trop dommage parce que je sais, j'ai perdu du temps, je pense, un peu au début. Mais bon, pas jamais trop de temps. Vous aurez la vidéo, donc vous allez pouvoir revenir dessus. Et heureusement, les masques de fusion, c'est hyper simple. En vrai, c'est hyper simple. C'est juste, au début, on se perd parce qu'on ne clique pas sur la vignette quand on veut faire le pinceau. On clique sur le calque, dans les calques. Donc, on ne sélectionne pas le bon endroit. Et c'est là où on se dit, mince, ça ne marche pas, j'arrive pas. Faut faire bien gaffe à sélectionner la vignette quand on veut faire le masque. Ok. Je vous ai perdu là, je suis sûr, en disant ça. Non, vous vous dites, ah non, mais de quoi il parle, j'ai pas compris. Bah, vous verrez. Ouais. Trop cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez pu voir les images qu'on vous a. Enfin, moi, je vous ai envoyé des images, je ne sais pas si vous avez vu. Bah, alors, j'ai pas vu à tout le monde. Je suis pas sûr, Marie-Pascale, d'avoir vu les tiennes. Si je les ai Donc, envoyées en Pinterest, dans votre. Ah, donc du coup, c'est sur mon Pinterest. Il faut que je voie parce que du coup, j'ai pas eu de mise à jour de notification. Je vais essayer de fouiller ça. Pardon, si je les trouve pas, est-ce que tu peux m'envoyer ton tableau par mail? J'enverrai le lien alors par mail. Ouais, super. Trop bien. Super, merci beaucoup. Yes. Bonne soirée à tous. Ouais. On se revoit la semaine prochaine Merci, bonne soirée. pour de nouvelles aventures. Yes. Bye bye. Salut. Travaillez bien avec assiduité et sérieux, j'en doute pas. Allez, à plus. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bisous tout le monde. Oh, ben, en fait, j'écoute.